Bon. Mesdames, Messieurs, Audenciennes et Audentiens, Bernard Thibault, bonsoir. Tout d'abord, merci Bernard Thibault d'avoir accepté notre invitation. Accepter de venir débattre dans une école de commerce, ou de management, comme on dit maintenant, pour l'ancien secrétaire général de la CGT, c'est un peu comme si l'ancien président de la République acceptait de retourner à Argenteuil pour discuter Karcher. Pour cela, il faut comprendre le personnage, car si tous ici vous connaissent, peu savent d'où vous venez. Né en 1959, vous entrez à 15 ans dans un centre d'apprentissage de la SNCF à Noisy-le-Sec. 3 ans plus tard, vous adhérez à la CGT et devenez le responsable de la communication des jeunes du syndicat. C'est la première étape d'un parcours sans faute au sein de l'organisation syndicale. Votre ascension est très fortement liée à l'existence des cheminots. Élu secrétaire des cheminots CGT Paris-Est en 82, secrétaire général adjoint en 90, secrétaire général de la Fédération CGT des cheminots en 93, vous entrez finalement au bureau confédéral de la CGT en 97 à seulement 38 ans. Cependant, parallèlement à votre progression au sein de la CGT, vous adhérez au Parti communiste français dès 87 et en 97, la même année que votre intégration au bureau confédéral de la CGT, vous intégrez le comité national du Parti communiste français. D'aucuns reprendront à leur compte l'ancienne thèse considérant la CGT comme un courroie de transmission du PCF, en référence à la situation de la France de l'après-45 avec un PCF à 30% des voix et une CGT forte de plusieurs millions d'adhérents. Finalement, vous succédez à Louis Vianney en 99 à la tête de la CGT. Toutefois, soucieux de mettre fin à l'image d'une centrale au service du PCF, vous démissionnez, à l'instar de Louis Vianney, de vos responsabilités nationales au sein du PCF en 2001. Vous restez ensuite pendant 14 ans et 4 mandats à la tête de la première centrale syndicale française pour être remplacé en mars 2013 lors du congrès de Toulouse par Thierry Lepaon. Une fois secrétaire général de la CGT, en 1999 donc, votre premier enjeu est d'enrayer la chute des effectifs de la centrale syndicale. Et vous annoncez l'objectif d'1 million d'adhérents. Après un redressement jusqu'à 700 000 adhérents en 2005, les effectifs sont retombés à 690 000 adhérents revendiqués par la CGT en 2011. C'est tout de même 60 000 de plus qu'à votre arrivée à la tête de la CGT. Mais à comparer aux 2 millions d'adhérents en 1980 ou aux 4 millions de 1948. Votre arrivée à la tête de la CGT a pu incarner un renouveau du syndicalisme français, du fait de votre jeunesse, vous aviez seulement 40 ans, et de la distance d'écart observée avec le PCF. Votre modernisation a pu se voir au niveau des réflexions internes de la CGT. Par exemple, lors du débat sur le traité constitutionnel européen en 2005, vous y étiez favorable. Néanmoins, vous êtes mis en minorité par le comité confédéral national de la CGT, mais sans remise en cause de votre mandat. En d'autres termes, c'est une des premières fois que les discussions sur la prise de décision de la CGT sont rendues publiques. Au-delà de votre posture pro-européenne, c'est le souci de démocratisation et de transparence, critique récurrente à l'égard des syndicats, qui est à souligner comme évolution notable, bien qu'il reste du chemin à faire pour beaucoup. À votre bilan, on peut d'abord souligner votre émergence sur la scène nationale lors des grèves de 1995 contre la réforme des retraites menée par le Premier ministre de l'époque, Alain Juppé. Ces grandes mobilisations permettent de mettre fin au projet de loi et enterrent le projet de réforme pour un temps. Si le projet revient sur le devant de la scène suite à l'élection de Nicolas Sarkozy en 2007, vous faites partie des dirigeants syndicaux qui appellent aux grandes manifestations et grèves contre cette réforme des retraites en 2010. Cette fois, néanmoins, l'opposition que vous menez ne permettra pas d'enterrer la loi comme ce fut le cas en 1995. On peut également mettre à votre actif une autre lutte victorieuse, celle contre le contrat première embauche, le fameux CPE voulu par le Premier ministre Dominique de Villepin en 2006. Ce CPE devait permettre aux salariés de moins de 26 ans, les jeunes donc, du privé, de suivre une période de consolidation avant leur embauche classique pendant laquelle l'employeur pouvait rompre le contrat sans motif, selon les mêmes modalités qu'une longue période d'essai de 2 ans. Suite à un mouvement sans précédent des jeunes, puis des syndicats, la loi est annulée au bout d'1 mois en avril 2006. Concernant votre bilan, Annick Le Petit, porte-parole du Parti socialiste à l'Assemblée nationale, souligne que sous votre direction, la CGT montrait qu'elle avait des propositions. Elle n'incarnait pas seulement une opposition dure. La députée PS de Corrèze, Sophie Dessus, estimait quant à elle que vous avez marqué le syndicat. Pour d'autres, comme Pierre Lelouch, député UMP de Paris, la CGT est un syndicat caricatural, bien à la française, qui n'apporte rien à la compétitivité de notre économie, à l'emploi. Daniel Fasquelle, député UMP du Pas-de-Calais, regrettait que sous votre mandat, la direction se soit alignée sur la base, alors qu'il faudrait amener la base vers des évolutions. Enfin, il convient de noter que régulièrement, vous avez été accusé au sein de la direction de la CGT ou par les délégués CGT d'être trop consensuels dans vos relations avec le gouvernement et le patronat. En l'occurrence,
On pourrait évoquer la critique du délégué CGT Continental AG, Xavier Mathieu, qui vous accusait en 2009 de frayer avec le gouvernement. Coluche parodiait le cycle de la CGT en cancer général du travail. Il ne tient qu'à vous de nous démontrer qu'il en est autrement et de nous convaincre du contraire. Merci Bernard Thibault, bonne conférence et bon débat. Merci Louis, donc j'ai absolument plus rien à dire puisque tout a été dit et bien dit. Bon, je vais quand même dire un mot puisque c'est l'usage. Donc d'abord je voudrais saluer le public, le remercier d'être là et puis surtout vous remercier Bernard Thibault de votre venue qui nous honore particulièrement. Alors l'invitation peut paraître curieuse, un peu comme le soulignait Louis, mais elle est absolument sans malice pour deux raisons. La première, c'est que les organisations publiques et privées doivent évoluer. La crise montre que leur fonctionnement est pour partie inadapté aux enjeux contemporains et notre école est bien sûr consciente de ces problèmes et essaie d'œuvrer à son niveau. D'autre part, et surtout, je dirais, les syndicats sont des acteurs essentiels à la vie économique. La plupart des avancées économiques et sociales pour les salariés procèdent directement ou indirectement des actions syndicales. Temps de travail, salaire, reconnaissance des qualifications, gestion des litiges notamment. Le constat statistique est d'autant plus étonnant. La France a un des plus faibles taux de syndicalisation des pays développés, qui est de l'ordre de 7 à 8%, mais en réalité plutôt 5% pour le secteur privé et 15% pour le secteur public, qu'on peut comparer à celui de l'Allemagne, de l'ordre de 20%, et également à ceux des pays nordiques, où là on est plutôt dans les 65 à 70% d'adhérents, salariés adhérents à un syndicat. Évidemment, la période faste, comme le soulignait Louis, la période faste du syndicalisme français, c'est l'après-guerre, où en 1949, le taux de syndicalisation était de l'ordre de 40%. Deux éléments viennent tempérer ce constat d'une faible syndicalisation. Tout d'abord, le taux de couverture des salariés par des conventions collectives, qui est en France un des plus élevés au monde. 95% des salariés sont sous l'égide d'une convention collective, et un droit du travail qui est très protecteur pour les salariés. Ça signifie donc qu'une grande partie du chemin a été accomplie par les partenaires sociaux. D'autre part, un particularisme très français, qui est la présence de l'État dans les négociations entre partenaires sociaux. Ailleurs, dans la plupart des pays avec des économies comparables à celles de la France, les négociations sont bilatérales entre syndicats et patronat, l'État n'intervient pas. Alors, sur la trajectoire historique de la CGT, simplement pour compléter le propos, dire qu'il s'agit du plus ancien syndicat français, qui a été fondé en 1895 à la suite de la loi Waldeck-Rousseau, issu du monde ouvrier, ce qui le distingue de d'autres grands courants CFTC, CFDT, qui lui est issu du catholicisme social, et qui a longtemps été le syndicat leader en France. Je ne m'attarderai pas sur la ligne éditoriale. Les plaisantins diront la ligne rouge qui a uni la CGT au Parti communiste pendant pratiquement toute l'histoire communiste du XXe siècle. Mais je parlerai d'un autre aspect de la culture du syndicat, qui est sa stratégie d'opposition. La CGT se distingue plutôt par une stratégie d'opposition, ce qui est assez différent d'autres stratégies, comme celle de Force ouvrière, par exemple, qui, elle, a plutôt une stratégie de négociation. Voilà. Et puis à partir des années 80, effectivement, il y a un déclin des deux grandes organisations, donc CGT d'une part, CFTC, CFDT d'autre part, la montée du pluralisme syndical et aussi du syndicalisme catégoriel. Alors, il y en a beaucoup, instituteurs, cadres, agriculteurs, etc. Plus récemment, on observe la montée d'autres syndicats, comme le syndicat Sud, qui lui peut se retrouver dans différents secteurs économiques, qui sont donc de nouveaux concurrents pour la CGT. Alors, dernier fait marquant pour le monde du travail en France, c'est l'accord sur l'emploi qui est donc intervenu le 13 janvier 2013. Alors, est-ce un grand pas ? Ça a été salué comme tel par beaucoup. Je ne citerai que la communiqué de presse de l'OCDE qui dit « Un succès qui change l'image du dialogue social en France ». Pourtant, ni la CGT ni FO n'ont voulu signer cet accord qui introduit davantage de flexibilité pour les entreprises, mais aussi davantage de sécurité pour les salariés. Alors, de force vive pour le monde du travail jusqu'aux années 70-80, le syndicalisme est souvent perçu comme un frein au changement,
Or, le monde contemporain implique de donner plus de souplesse aux organisations, comme je l'indiquais tout à l'heure. Si les syndicats se retirent de la discussion, les risques sont réels que les salariés subissent, voire soient victimes des nouveaux accords. Enfin, et avant de vous laisser la parole, cher Bernard Thibault, je voudrais évoquer l'exemple allemand. Je crois que vous ne couperez pas cette comparaison, évidemment. L'exemple allemand à travers un long article qui a été publié en 2012 par Bert Rürup, qui est un universitaire allemand et ancien président du Conseil des sages. Alors, le Conseil des sages, c'est cinq économistes de renom qui conseillent le gouvernement allemand dans sa politique. Ça se veut une instance un peu au-delà de tous les clivages. En tout cas, ça a une excellente réputation en Allemagne. Alors, l'auteur retrace l'histoire économique de la... Pardon, le titre de l'article paru, c'est l'agenda 2010. Je reviendrai sur ce qu'est l'agenda 2010. L'agenda 2010, un modèle pour la France, point d'interrogation. Et l'auteur y retrace donc l'histoire économique de l'Allemagne au cours des 15 dernières années. Alors, qu'est-ce qu'on apprend à la lecture de cet article? On apprend qu'entre 1995 et 2005, le taux de croissance allemand est inférieur à la moyenne européenne. On y constate également que le marché de l'emploi est très dégradé, comptant jusqu'à pratiquement 5 millions de chômeurs, soit un taux qui avoisine les 12%, un taux de chômage qui avoisine les 12% de la population active. Et que l'Allemagne a été fortement impactée par la crise économique du début des années 2000, enregistrant même une phase de récession, c'est-à-dire un taux de croissance négatif en 2003. Alors, le choix du gouvernement Schröder, du deuxième gouvernement Schröder dans ce contexte, ça a été ce que tout le monde connaît, c'est-à-dire la mise en place à partir de mars 2003 de ce fameux agenda 2010 qui comporte deux volets. Tout d'abord, une analyse des problèmes structurels et puis, d'autre part, des propositions. Alors, du côté des problèmes structurels, et vous allez voir que ça nous rappelle un contexte bien connu, ce qui est pointé, c'est premièrement les rigidités du marché du travail, pas de flexibilité pour la fixation du salaire, une hyper-protection contre le licenciement. En deuxième lieu, des salaires trop élevés, et trop élevés au sens où ces salaires sont supérieurs à la croissance sur la période et à la productivité du travail également. Et puis, enfin, des prestations chômage trop élevées pour inciter au retour à l'emploi, en particulier pour les emplois peu qualifiés. Voilà. Bon, et puis il y a également quelques remarques sur le poids des prélèvements sociaux, mais bon. Donc les axes de réforme, tout le monde les connaît, inutile de s'attarder. L'idée étant effectivement de donner plus de souplesse à ce système conçu comme étant sans doute une entrave. Le bilan, on le connaît également, c'est-à-dire que depuis 1 ou 2 ans, on nous rebat les oreilles avec les succès du modèle allemand, et il est vrai que l'Allemagne s'en tire très très bien dans la compétition internationale. Alors bien sûr, on peut tempérer ces résultats. Je pense que c'est des arguments que vous développerez avec justesse. On peut tempérer ces résultats par le fait que 20% des salariés allemands perçoivent moins de 600 € par mois. Et que le débat autour d'un salaire minimum est aujourd'hui très animé de l'autre côté du Rhin. D'un autre côté, il faut aussi réaliser qu'une bonne part de ces travailleurs, ceux qui sont les moins rémunérés, une bonne part de ces travailleurs sont des jeunes sans qualification, lesquels seraient probablement chômeurs dans le système français. Alors, faut-il choisir entre chômage et pauvreté? Le système allemand a ses défauts, mais peut-être que certains chômeurs français préféreraient intégrer, et là je ne parle pas de réintégrer, mais je parle d'intégrer le monde du travail et se laisser une chance pour l'avenir, plutôt que d'attendre au bord de la route des lendemains qui pourraient chanter. On sait que l'employabilité se réduit à mesure que la période de chômage s'allonge. En conclusion, je dirais que l'économie mondiale est en mutation, les organisations doivent s'adapter en conséquence et trouver des solutions nouvelles. Comme l'ont indiqué le président de la République et le Premier ministre, la France a besoin des partenaires sociaux autour de la table. Le refus de la CGT et de FO de signer l'accord de janvier dernier signifie que ces deux organisations défendent un autre projet économique et social. Cher Bernard Thibault, votre position actuelle vous autorise à une plus grande liberté d'expression que lorsque vous étiez en responsabilité. Comment analysez-vous la situation actuelle et la position du syndicalisme en France ? Quelles propositions alternatives et constructives pourraient être adoptées? La parole est à vous. Eh bien, bonsoir. J'espère que vous n'êtes pas trop éreintés à la fin de cette journée, parce qu'on se rencontre peut-être à la fin d'une journée de travail. Enfin, nous allons voir ensemble votre degré de réactivité. Déjà remercier les organisateurs pour cette initiative.
C'est une suggestion, pour tout dire, qui datait un petit peu il y a quelques mois, donc à une période où j'étais encore en responsabilité à la direction de la CGT, mais justement le fait que je sois à ce moment-là encore en responsabilité à la tête de la CGT rendait très difficile de pouvoir se libérer, d'autant plus qu'il y avait un congrès interne en préparation au mois de mars. Donc nous sommes convenus ensemble d'un commun accord, dès lors que cette sollicitation m'intéressait, d'y répondre après le congrès, ce qui se fait aujourd'hui. Merci aux présentations. Il y a quelques petites imperfections, mais enfin je ne les reprends pas. C'était des propos chaleureux pour l'essentiel, donc ce serait dommage de les disqualifier. Alors le défi est important parce que déjà on m'a mis seul à cette tribune, donc il faut tenir le crachoir d'une assistance assez large, sur un sujet ou des sujets assez vastes, et avec un intitulé un petit peu provocateur. Les syndicats en France, une minorité belliqueuse. Alors je vais partir de cet intitulé, y compris pour évoquer quelques aspects historiques du syndicalisme. Je crois qu'on ne peut pas avoir un échange fructueux sur le fait syndical aujourd'hui, sur le syndicalisme en France, ou même plus généralement sur le fait syndical sur un plan international. C'est aussi une dimension que j'essaierai d'aborder, parce qu'aujourd'hui, objectivement, il n'y a pas d'intervention syndicale efficace qui n'aborde pas les problèmes dans leur dimension internationale, qu'elle soit européenne ou mondiale. Et donc il est intéressant, enfin, en tout cas de mon point de vue, de bien s'accorder sur le paysage, y compris notre histoire, pour comprendre le syndicalisme aujourd'hui et avoir un échange sur ses défis, ses objectifs, ses manières de faire. Alors, déjà, j'ai remarqué qu'il y avait un point d'interrogation lorsqu'on affirmait les syndicats en France, une minorité belliqueuse. Ce point d'interrogation a quand même son importance. Il n'y aurait pas eu de point d'interrogation, ça plantait le décor de manière tout à fait différente. Donc là, c'est intéressant parce qu'on se pose la question et ça permet, y compris de proposer une réponse. Déjà, une première remarque, lorsqu'on parle des syndicats, le réflexe nous oriente assez systématiquement dans le débat public, dans le débat général, sur les syndicats de salariés. Et c'est sans doute ce qui nous intéressera le plus ce soir. Mais je voudrais rappeler que le droit syndical n'est pas réservé aux seuls travailleurs salariés. J'y reviendrai dans un instant. Une minorité, oui, à l'évidence, des chiffres ont été évoqués. C'est vrai, on évoque la moyenne de référence, je dirais, dans le débat public, s'agissant du taux de syndicalisation en France, des salariés, j'entends, est de l'ordre de 8%, avec effectivement de gros écarts selon que ces salariés travaillent dans le secteur public ou la fonction publique ou travaillent dans le secteur privé. Et à l'intérieur du secteur privé, on va trouver aussi énormément de différences sur les taux de syndicalisation selon que l'on travaille dans une grande entreprise au sens nombre de salariés employés, ou selon que l'on travaille dans une petite entreprise, une moyenne ou une petite entreprise, et a fortiori dans une très petite entreprise. On va trouver aussi beaucoup de différences à partir du statut du salarié, selon que le salarié est en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, qu'il est à temps plein ou à temps partiel. Le taux de syndicalisation est proportionnellement plus important vis-à-vis chez les salariés qui sont installés en CDI dans une grande entreprise, pour imager. Et on va trouver des secteurs professionnels, là aussi avec quelques explications historiques, beaucoup plus syndiqués que d'autres secteurs professionnels. Les taux de syndicalisation, comparativement sur un plan européen, mais on peut l'élargir à un plan mondial, effectivement, laissent apparaître d'énormes écarts. Vous en avez cité quelques-uns. La Finlande, 74%, le Danemark, la Suède, 65%, le Royaume-Uni, 25%, l'Allemagne, 20%, autour de 20%, l'Espagne, 15%. La tendance mondiale est à une baisse du nombre de salariés syndiqués dans tous les pays du monde, sur tous les continents et dans tous les pays. C'est donc une tendance générale, naturellement, qui préoccupe les syndicalistes et qui, sans doute, doit nous inciter à identifier des causes profondes à ce phénomène. Pour certaines qui peuvent incomber aux syndicalistes eux-mêmes,
mais pour d'autres qui sont aussi très liés structurellement au marché du travail et à la manière dont le commerce se développe avec les conséquences sociales sur lesquelles je reviendrai également. Alors, minorité, a-t-on dit? Oui. Belliqueuse. Alors, belliqueuse, batailleur, agressif, combatif. Il faut convenir, et le regard sur notre histoire, et pas simplement notre histoire française, mais l'histoire du mouvement syndical à une échelle internationale, est fait de ces constats. Le droit de se regrouper entre salariés pour défendre ses intérêts matériels et moraux a été l'objet d'un combat, virulent. Des salariés ont cherché à s'organiser, on n'appelait pas ça des syndicats, mais à s'organiser avant que le droit ne les autorise à s'organiser. Cela a même donné lieu à des répressions très fortes. Sachant que c'est en Europe principalement que le fait syndical est né et que le droit social, y compris la notion de droit social international, est né. C'est lié à l'industrialisation du continent européen bien avant d'autres continents. Le syndicalisme est né parmi les ouvriers, qui étaient la catégorie dominante des travailleurs, non pas au siècle dernier, mais celui d'avant encore. Le rapport salarial est un rapport de subordination. Un employeur rémunère un travailleur, une salariée, pour un travail donné. Il définit les conditions, il définit les objectifs, il peut définir les quantités. Et le salarié exécute, mais cherche aussi, ou en tout cas a cherché au fil du temps, à la fois à améliorer sa condition de salarié, les conditions pour lesquelles il était utilisé et dans lesquelles il était utilisé, voire rémunéré, et de plus en plus cherche à intervenir, et c'est souhaitable, ça fait partie aussi des défis tout à fait actuels et qui vont être de plus en plus importants à l'avenir, des travailleurs qui doivent aussi s'intéresser à la finalité de leur travail. Il y a aujourd'hui des questions nouvelles posées à propos des connaissances qui sont accessibles pour les salariés, qui posent de nouvelles questions sur les finalités du travail. On peut parler de la bioéthique, on peut parler de nouvelles connaissances techniques et scientifiques qui posent des questions nouvelles, des questions de société, qui appellent des choix. Et on ne peut pas, et il ne faut surtout pas attendre, selon nous, des salariés simples exécutants, simples témoins de quelques conséquences pour la société qui peuvent être très importantes sans leur reconnaître un droit à pouvoir s'exprimer sur la finalité du travail qu'on leur fait faire. Donc j'ai relevé 3 dates, j'en ai bien conscience, faire d'énormes raccourcis historiques, pardonnez-moi, c'est pour la commodité de l'échange, pour se refixer quand même des repères sur ce fait syndical. S'agissant de la France, vous l'avez évoqué d'ailleurs, il faut attendre 1884 et la loi Waldeck-Rousseau autorisant les syndicats professionnels, ouvriers et patronaux. Cette loi de 1884, il faut le savoir, fait suite, par exemple, à la révolte des Canuts à Lyon, 1831, à la Commune de Paris, 1871. C'est-à-dire des moments de révolte très durs, très, très âpres, qui donnent lieu à des affrontements avec mort d'homme, d'ailleurs. Auparavant, avant que cette loi reconnaisse le droit de s'organiser en syndicat, l'entraide, c'est plus l'entraide qui sert de repère et de moyens de solidarité entre les ouvriers à l'époque. On pourrait parler de l'ancêtre du mouvement mutualiste, en quelque sorte, et avec des phénomènes d'entraide qui s'expriment, par exemple, à l'occasion des maladies. Il n'y a pas la sécurité sociale à ce moment-là, bien évidemment. Donc des ouvriers se cotisent et mutuellement s'entraident lorsque quelqu'un ne peut plus travailler pour, par exemple, subvenir aux besoins de la famille. On a aussi l'instauration, par exemple, de caisses mortuaires. C'est assez morbide par définition, mais là aussi, il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas d'assurance, et on décède jeune à cette époque. Eh bien, les ouvriers s'organisent, créent des caisses financières communes pour venir en aide aux familles de ceux qui décèdent prématurément. Et on a quelques secteurs professionnels, les mineurs, les marins, qui sont à la pointe de ce phénomène d'entraide. Mais petit à petit, vient
la revendication, pas simplement de s'entraider, mais d'agir ensemble pour modifier sa condition sociale. Ensuite, deuxième grande date que j'ai retenue pour un énoncé sommaire de nos références historiques, c'est le préambule de la Constitution de 1946. On est après-guerre, après la Deuxième Guerre mondiale. Le point 6 de ce préambule de la Constitution, je vous le recite parce qu'il me paraît toujours d'actualité. Enfin, non seulement il est d'actualité parce que ça reste une des parties du préambule de la Constitution, mais vous allez voir que, confronté à la vie courante, en tout cas je suis sûr que vous êtes témoin de beaucoup de situations, vous allez voir que ce principe constitutionnel n'est pas forcément appliqué dans les faits. Je cite cette phrase relativement courte. Point 6 donc, du préambule de la Constitution de 1946, tout homme, sous-entendu toute femme également, hein, ça n'était pas précisé dans le préambule à l'époque, on la rédigerait aujourd'hui, je suppose que les rédacteurs écriraient tout homme et toute femme, ou toute femme et tout homme. Mais à l'époque, tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix. C'est un droit fondamental prévu par notre Constitution. C'est un principe constitutionnel qui vaut encore aujourd'hui, pour autant, bataille pour sa pleine reconnaissance ou sa pleine application. La France fait partie de ces pays, non pas où la répression syndicale prend les tournures les plus dramatiques que l'on connaît dans plusieurs pays du monde. La Colombie, de ce point de vue-là, détient le record mondial, le triste record mondial du nombre d'assassinats de syndicalistes. Une trentaine de syndicalistes sont assassinés en Colombie chaque année. Et d'autres pays, naturellement, à des régimes autoritaires. Donc, naturellement, il ne s'agit pas de présenter la France comme un pays où le fait syndical est systématiquement combattu. Mais il est un fait qu'en France, encore aujourd'hui, on conteste très régulièrement le droit des salariés, s'ils le souhaitent, à se syndiquer au syndicat de leur choix pour défendre leurs intérêts matériels et moraux. On a des attitudes patronales dissuasives à cet égard, voire même parfois répressives. Donc on voit que ce principe constitutionnel est encore un principe pour lequel il faut de temps en temps se mobiliser pour le faire respecter. Et je remarque également qu'il n'y a guère qu'à propos des salariés que l'on a tendance à contester ce droit. Pour toute une série d'autres catégories de citoyens, et c'est bien ainsi, on ne leur contestera jamais le fait qu'ils soient syndiqués dans un syndicat professionnel. Les agriculteurs ont aussi leur syndicat professionnel. On ne contestera jamais le fait qu'un agriculteur puisse être membre d'un syndicat professionnel d'agriculteurs. Les médecins ont leur syndicat professionnel. On ne contestera jamais à un médecin le droit d'adhérer à son syndicat professionnel. Et c'est le cas pour les avocats, c'est le cas pour les architectes, c'est le cas pour tout un tas de catégories professionnelles. Mais il n'y a guère que pour les salariés que ce principe est régulièrement remis en cause ou subit quelques intimidations. D'ailleurs, dans toutes les enquêtes d'opinion qui ont été faites ces dernières années, en posant la question aux salariés, mais d'après vous, pourquoi il y a si peu de syndiqués en France ? De l'ordre de 8% ou 5%, voire même certains secteurs. Dans le commerce, le grand secteur du commerce, c'est 1% de syndiqués. Avec des explications aussi structurelles sur le statut des personnels. Le turnover, très important, de plus en plus important des personnels. Donc à cette réponse, d'après vous, pourquoi il y a si peu de syndiqués en France ? La première des réponses que font les salariés du privé, c'est la crainte des représailles dans l'entreprise. Ils donnent d'autres réponses. C'est la division syndicale, c'est le sentiment que les syndicats ne répondent pas bien aux aspirations des salariés. Il y a aussi donc des critiques à l'égard des syndicalistes eux-mêmes. Mais la première cause que les salariés du privé mettent en avant, c'est donc la peur des représailles. Enfin, dernière date que je voulais évoquer auprès de vous, pour se fixer un peu les esprits, c'est 1968. Pourquoi 1968 ? Parce qu'il faut attendre 1968 pour que le fait syndical étant reconnu, il l'est pendant plusieurs décennies, reconnu à l'extérieur de l'entreprise. Mais il faut la mobilisation sociale, la mobilisation étudiante et sociale. 1968 est un mouvement, je ne reviens pas dans le détail sur cette période, mais c'est un des acquis de 1968, de la mobilisation sociale de 1968, d'avoir fait reconnaître le fait syndical à l'intérieur de l'entreprise.
Auparavant, vous aviez le droit d'être syndiqué, mais à l'extérieur. Les réunions se faisaient à l'extérieur, dans le café du coin, dans une salle de réunion. Vous aviez le droit de vous organiser, mais pas dans l'entreprise. Ce qui, forcément, limite très largement la capacité des salariés d'intervenir sur ce qui façonne leur quotidien, la vie au travail, leurs conditions de travail, la manière d'organiser le travail, les conditions de salaire. Ils avaient le droit de l'exprimer à l'extérieur, mais non pas à l'intérieur. Donc 1968, c'est la reconnaissance du fait syndical, du délégué syndical, de la section syndicale, les élections professionnelles, le droit d'expression, avec l'instauration des délégués du personnel, des comités d'entreprise. C'est donc une étape très importante, donnant crédit, en quelque sorte, au droit constitutionnel qui avait plusieurs décennies. Alors, le syndicalisme trouve forcément ses racines dans chacun des pays, dans des mécaniques propres à l'histoire politique, sociale et économique de chacun des pays. Et les comparaisons internationales sont intéressantes, mais il est un fait que notre histoire syndicale française est propre aussi à l'histoire politique de notre pays, qui est très différente de l'histoire politique de nos voisins allemands, italiens, espagnols, anglais. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas, et on y reviendra sans doute, la possibilité de travailler ensemble, et nous travaillons ensemble, mais chacune des organisations qui officient dans chacun des pays est aussi l'héritière de la propre histoire économique et sociale dans son pays. Alors, s'agissant de la France, ça a été évoqué. La première confédération de salariés, c'est la CGT, née en 1895. Alors, certains sont jaloux parce qu'effectivement, ils ne pourront jamais refaire cette histoire. La CGT demeurera toujours la première organisation de salariés du pays. C'est ainsi, c'est notre histoire. Auparavant, il y a des syndicats de métiers, il y a des syndicats locaux dans des localités, et ces différents syndicats, qui sont très disparates, décident donc de fonder une confédération générale du travail. J'en profite pour ceux qui l'ignoreraient, pour repréciser que la CGT veut bien dire Confédération générale du travail, et non pas des travailleurs, comme certains le pensent parfois. Mais ce n'est pas un reproche, c'est une lacune qui repose sans doute sur le fait qu'on ne passe pas souvent de temps sur ce sujet, pourtant ô combien important. Donc 1895, la CGT. Puis, 1919, la CFTC, la Confédération française des travailleurs chrétiens, ça a été aussi évoqué. Et pendant très longtemps, on a là les deux piliers du syndicalisme français. Alors vous l'avez compris, et c'est contenu dans son appellation, la Confédération française des travailleurs chrétiens se donne pour objectif, pour finalité, de réunir les salariés se revendiquant de confession catholique. Parallèlement, on a aussi l'existence de syndicats autonomes catégoriels, professionnels. Ça existe déjà au début du siècle, mais c'est marginal. Et il y a un grand mouvement de fédération autour de ces deux grandes confédérations syndicales, avec un sentiment très fort, et qui demeure aujourd'hui, enfin qui devrait demeurer aujourd'hui très fort. Les salariés, pour intervenir sur leurs conditions, ne peuvent le faire efficacement que s'ils sont unis pour défendre une cause ensemble. C'est ça le fait syndical, c'est pas autre chose. Un salarié tout seul ne pèse pas grand-chose vis-à-vis de son employeur. Améliorer sur le fond sa condition sociale, c'est le faire avec d'autres. C'est cette conviction-là qui donne naissance aux confédérations. Ces deux organisations, une petite parenthèse historique, parce qu'il se trouve que nous commémorons cette semaine d'ailleurs un événement important de notre histoire sociale, économique et politique, c'est le Conseil national de la résistance, qui a existé pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui regroupait des partis politiques, de droite comme de gauche, de différentes sensibilités, des organisations de résistance, puisque nous sommes pendant la période d'occupation, nous sommes pendant la guerre. Et dans ce Conseil national de la résistance, les deux confédérations de salariés, la CGT et la CFTC, à l'époque, en font partie. Le mouvement syndical fait partie de cette vaste coalition qui se donne deux objectifs. C'est naturellement une coalition clandestine. Ses membres ne sont pas connus, ils sont désignés
de manière furtive par chacune des organisations, mais ils se sont réunis à 2 reprises uniquement en termes de composantes globales avec les confédérations de salariés, se donnent 2 objectifs principaux. Une série de mesures pour libérer le pays. On est en 1943 en pays occupé, en pays en guerre et en pays occupé. Et donc une série de mesures pour libérer le pays, c'est naturellement des actions, y compris armées, de libération, de résistance, enfin toute une série de dispositions pour nous débarrasser de l'occupant en Asie. Et une deuxième partie tout aussi importante, ce Conseil national de la résistance va élaborer, dont les 2 syndicats de salariés, vont élaborer un programme économique et social susceptible d'être appliqué lorsque le pays sera libéré. Dans ce programme, c'est ce qu'on appelle le programme du Conseil national de la résistance. Et dans ce programme figure par exemple le principe de la retraite par répartition. Figure par exemple la création de la sécurité sociale, ce qui sera effectivement à la libération et dès que le premier gouvernement sera en place. Parmi les premières décisions structurantes, la sécurité sociale, la retraite feront partie des premières mesures sociales. Des mesures économiques, la nationalisation de certaines entreprises considérées comme vitales pour l'économie du pays. À ce titre, l'entreprise Renault est nationalisée, aussi du fait de l'attitude considérée comme collaborationniste pendant la guerre. C'est aussi la nationalisation dans un certain nombre de secteurs jugés eux aussi essentiels pour la vie de la collectivité. C'est ainsi que le réseau de chemin de fer, la production d'énergie électrique sont renforcés sous maîtrise publique. C'est la nationalisation aussi du système bancaire et de plusieurs compagnies d'assurance. Donc on voit que le mouvement syndical participe aussi à l'élaboration de propositions et de visions, y compris dans des conditions, on l'évoquait un petit peu en aparté avant de commencer cet entretien, dans des conditions, dont on imagine guère l'environnement. Pays d'occupation, imaginer déjà le programme économique et social d'après-guerre, c'était assez osé, pour ne pas dire utopique, de la part de ces promoteurs. Alors, je vous ai évoqué les 2 piliers. Un mot rapide, là aussi, je vais faire des raccourcis pour montrer que, à partir de ces 2 grandes organisations historiques du mouvement syndical français, les choses ne sont pas restées aussi simples. Mais ça, vous le savez sans doute, puisque au fil du temps, il y a eu différentes scissions dans les organisations. Après-guerre, par exemple, une scission au sein de la CGT, qui rassemblait effectivement plusieurs millions de syndiqués après-guerre, et c'est la création de Force ouvrière, juste après la Deuxième Guerre mondiale. En 1964, on a une scission, cette fois-ci, du côté de la CFTC. Et une partie des adhérents de la CFTC crée la CFDT, que l'on connaît aujourd'hui, qui est donc née en 1964, sur un principe de déconfessionnalisation, je dirais, c'est-à-dire prise de distance avec les préconisations ou l'approche que pouvait dispenser l'Église catholique. Non pas pour la réfuter totalement, mais enfin une indépendance plus prononcée vis-à-vis de l'Église. 1988, scission cette fois au sein de la CFDT avec la création de syndicats Sud, par exemple Sud PTT, et l'émergence du syndicat solidaire. Et à noter parallèlement une spécificité qui n'est pas totalement une spécificité française. Une catégorie professionnelle se distingue dans ses affiliations syndicales. Ça existe dans beaucoup de pays. Les enseignants conservent une fédération unique, c'est la Fédération de l'éducation nationale, qui va demeurer pendant très longtemps le seul syndicat syndiquant les enseignants, qu'ils soient du primaire, du secondaire, quelle que soit leur qualification. Et cette Fédération de l'éducation nationale, la FEN, à son tour, va éclater en 1992 avec deux courants, l'un constituant la FSU, que vous connaissez forcément dans le milieu enseignant, Fédération syndicale unitaire, et une autre partie de cette FEN va créer l'UNSA, l'Union nationale des syndicats autonomes. C'est pas pour me faire des amis parmi les syndicalistes, des ennemis parmi les syndicalistes, pardon, mais je trouve d'ailleurs au passage le libellé Union nationale des syndicats autonomes un peu contradictoire. Si on est autonome, c'est difficile à la fois d'être dans une union. Enfin, ça, c'est pour
la plaisanterie et l'anecdote au passage. Alors, voilà une autre des caractéristiques, en décrivant rapidement ce paysage syndical éclaté, qui explique aussi peut-être, en partie, la faiblesse numérique du nombre de syndiqués dans notre pays. Parce que lorsqu'on fait des comparaisons, on a cité l'Allemagne, en Allemagne, il y a une grande confédération syndicale. L'histoire politique et sociale de l'Allemagne est très différente de l'histoire politique et sociale de la France. Donc, encore une fois, il ne s'agit pas de s'en référer à un modèle quelconque, mais c'est un constat. En Belgique ou en Espagne, il y a 2 grandes confédérations syndicales de salariés. En Italie, il y en a 3. Dans les pays nordiques, c'est 2 ou 3 en général. Il y a beaucoup d'autres pays où, malheureusement, aujourd'hui dans les pays d'Europe centrale, après des décennies du fait de l'attitude de certains régimes, maintenant le principe du syndicat unique, il y a eu une tendance à l'inverse, à multiplier le nombre de syndicats dans le pays. Et il y a aujourd'hui des pays avec très peu de syndiqués, mais qui ont 17 confédérations syndicales officiellement reconnues. Numériquement, elles ne pèsent pas grand-chose. Donc cette dispersion syndicale, voire forcément cette division syndicale, parce que qui dit multiplication du nombre d'organisations, dit forcément multiplication du nombre d'occasions de ne pas être d'accord entre elles, est aussi sans doute, je vous donne un point de vue qui n'est pas que personnel, je pense que c'est un point de vue très largement partagé dans la CGT, est sans doute aussi un élément qui, non pas dissuade, mais encourage peu les salariés à se syndiquer, puisqu'une des premières questions, c'est à quel syndicat, vu une palette très, très large. Un mot rapide sur l'influence de ces différents syndicats. La CGT, que l'on prenne les élections prud'homales, je reviendrai si vous le souhaitez, mais je laisse plutôt place pour ne pas rentrer trop dans la technique dès ce propos liminaire, pour revenir sur les prud'hommes si vous le souhaitez. Aux élections prud'homales, c'est la CGT qui arrive largement en tête, suivie de la CFDT, de Force ouvrière, de la CFTC et de la CGC. Dans la fonction publique, les élections professionnelles dans la fonction publique, là aussi, l'ordre des différentes confédérations, CGT, CFDT, Force ouvrière. Là, par contre, dans la fonction publique, c'est l'UNSA, l'Union nationale des syndicats autonomes, qui est en 4e position, et la FSU, du fait de son poids parmi les enseignants, là, dans la fonction publique, je rappelle, il y a trois fonctions publiques. La fonction publique hospitalière, comme son nom l'indique, les personnels des hôpitaux, la fonction publique d'État, les fonctionnaires dans les différents ministères, soit centraux ou les services décentralisés des ministères. Et 3e fonction publique, les collectivités territoriales, c'est-à-dire tous les employés de mairie, des conseils généraux, des conseils régionaux. Donc, le fait du poids des enseignants, donc dans la 2e fonction publique, celle de l'État, le premier corps constitué dans la fonction publique d'État, ce sont les enseignants, les plus nombreux. Donc la FSU étant omniprésente parmi les enseignants, numériquement, au résultat global, arrive donc 5e sur toute la fonction publique. On a eu récemment les élections pour les professionnels, pour la première fois pour les salariés des très petites entreprises. Ça a été une élection peu suivie, je ne reviens pas là aussi sur la technique, mais là aussi, l'ordre demeure. La CGT, première confédération syndicale, suivie de la CFDT, de Force ouvrière, et ensuite de la CFTC. Et la CGC, je ne l'ai pas évoqué, la CGC, Confédération Générale des Cadres, née en 1944, dont le statut a eu des aléas et vient d'être réaffirmé comme une organisation défendant les intérêts des seuls salariés cadres. Alors cadre au sens un peu plus large du terme que statut cadre, mais renonce, après l'avoir souhaité, renonce à être une organisation défendant tous les salariés de toutes les catégories, toutes les catégories sociales. Et donc, si on fait l'addition de l'ensemble des élections, quels que soient les statuts, quelles que soient les entreprises, on arrive donc à un classement CGT, CFDT, FO, CFTC et CGC, avec d'autres organisations moins importantes, dont l'UNSA, des organisations solidaires qui sont présentes dans certains secteurs professionnels, mais absolument pas représentatifs à une échelle interprofessionnelle.
Je passe parce que sinon je vais être trop long sur la réforme de la représentativité syndicale. Peut-être que, enfin, si vous avez des questions sur ce sujet, on y reviendra. Il y a eu un changement en 2008 et nous étions à l'initiative de ce changement avec nos collègues de la CFDT, très rapidement pour vous indiquer ce que nous avions voulu changer dans les règles de la représentativité syndicale. C'est que depuis 1966, un décret permettait à ce que dans des négociations d'entreprise, des négociations de branches professionnelles, ou voire même des négociations nationales qui impliquaient parfois l'État avec les employeurs, il suffisait qu'un seul des 5 syndicats jugés représentatifs signe un accord pour que cet accord s'applique à l'ensemble des salariés. C'était donc très peu démocratique. Et nous avons fait ce système, il ne faut pas tourner autour du pot, a été imaginé par le gouvernement de l'époque pour une raison simple. Il s'agissait de trouver un moyen de contourner l'influence omniprésente de la CGT en termes d'influence électorale. C'est vrai que c'était une période, les années 60, où la CGT avait des millions d'adhérents et où aux élections professionnelles, c'est la CGT qui était incontournable. Donc permettre à un syndicat, quelle que soit son influence, d'engager l'ensemble des salariés, c'était un moyen de contourner l'obstacle. Bon. Mais au fil du temps, naturellement, ce procédé aussi peu démocratique ne pouvait pas survivre, et nous avons promu un ensemble de dispositifs qui rentrent aujourd'hui progressivement en action dans les entreprises et dans les branches professionnelles, et les négociations maintenant débouchent ou pas sur un accord selon l'influence des différents syndicats à la table des négociations. Donc on tient compte de la manière dont s'expriment les salariés en faveur des syndicats pour avoir des conséquences sur la négociation. J'y reviendrai si vous le souhaitez. Et à ce stade, je veux évoquer aussi des différences notoires avec d'autres pays qui peuvent expliquer ou qui peuvent avoir une influence aussi sur le taux de syndicalisation. En France, les syndicats constitués de membres volontaires, adhérant volontairement d'hommes et de femmes qui décident d'adhérer à un syndicat pour rejoindre d'autres hommes et femmes et agir ensemble collectivement pour améliorer leurs conditions. Dans le droit français, on reconnaît à ceux qui sont syndiqués dans des syndicats la responsabilité de négocier le droit qui sera applicable à l'ensemble des salariés du pays. Et vous l'avez évoqué dans votre propos introductif, c'est ce mécanisme qui fait que le taux de couverture des salariés en France par les conventions collectives est le plus élevé au monde. 97% même, hein, un peu au-delà des 95 que vous évoquiez, mais c'est pas grave. Beaucoup de pays sont très en dessous. Ça n'est pas une mécanique qui s'applique dans tous les pays. Énorme différence, par exemple, avec le système anglo-saxon. Dans le système anglo-saxon, seuls les membres du syndicat bénéficient des résultats des négociations qui impliquent le syndicat. Autrement dit, le syndicat négocie les conditions sociales de ses membres. Les non-syndiqués ne voient pas l'application des droits négociés par les syndicats. Aux États-Unis, pour essayer d'illustrer mon propos, il y a à peu près 13%, 13 ou 14% de taux de syndicalisation. Mais ça veut dire qu'il n'y a que 13 à 14% de salariés aux États-Unis qui ont des conventions collectives. Le reste, le droit social, c'est le Code du travail américain. Et le Code du travail américain, je vous prie de croire qu'il n'a rien à voir avec le Code du travail français. C'est quelques feuillets. Et pour avoir un syndicat dans une entreprise aux États-Unis, il faut parvenir à ce que 50% des salariés s'expriment par référendum pour souhaiter la présence du syndicat dans l'entreprise. S'il n'y a pas ce référendum qui amène 50% des salariés à souhaiter la présence du syndicat dans l'entreprise, il n'y a pas de syndicat dans l'entreprise. Ça n'est pas le cas en France. Une minorité, même belliqueuse, a le droit de s'organiser en syndicat, ce qui ne s'impose pas forcément à la majorité des membres de l'entreprise. C'est d'ailleurs une mécanique du droit très critiquée par les syndicalistes américains, qui avait d'ailleurs amené le candidat à l'époque Obama à faire une promesse de modifier cette législation. Pour l'instant, ça n'est pas le cas, et au contraire, on a vu que dans certains États américains, encore récemment, on avait mis d'autres entraves encore pour empêcher le fait syndical de s'installer aux États-Unis. Mais c'est la même mécanique
en Grande-Bretagne ou en Australie. Les syndicats ne peuvent négocier que du droit qui sera appliqué aux seuls syndiqués. Et autre différence également importante avec certains autres pays, je pense à certains pays nordiques, il faut être syndiqué, par exemple, dans certains pays, pour bénéficier des allocations chômage. Si vous n'êtes pas syndiqué, vous n'avez pas d'allocation chômage, puisque ce sont les syndicats qui ont la responsabilité de la gestion à part entière de la caisse d'indemnisation du chômage. Alors vous avouerez que dans ces cas-là, c'est une incitation assez forte à se syndiquer, surtout par les temps qui courent. Imaginez qu'en France, on ait cette mécanique, on aurait sans doute plusieurs millions de syndiqués. Ce qui ne veut pas dire que ça soit forcément un bon modèle. J'explique ou je cherche aussi à expliquer pourquoi dans certains pays le taux de syndicalisation est parfois à 60 ou 65%, parce qu'effectivement, dans le secteur privé, si vous risquez d'être au chômage pour avoir des indemnités, il faut être syndiqué, c'est une forte, encore une fois, c'est une forte incitation. Alors, vous dire également, dans la description de ce paysage syndical-là, que nous sommes, comme beaucoup d'autres organisations, membres de la Confédération européenne des syndicats, un petit clin d'œil international au passage. La Confédération, la CES, Confédération européenne des syndicats, est née en 1973. Elle regroupe aujourd'hui 85 confédérations de 36 pays. Donc la Confédération européenne des syndicats ne se limite pas aux pays de l'Union européenne. Elle ne se limite pas aux pays ayant choisi la zone euro, elle ne se limite pas aux pays adhérents à l'espace Schengen. C'est l'ensemble des pays sur le continent européen au sens large du terme. Nous avons les syndicats turcs, pour essayer d'illustrer, membres de la Confédération européenne des syndicats. C'est-à-dire tous ceux dont nous estimons qu'ils ont un intérêt social lié, qu'ils soient ou non membres de l'Union européenne. J'avais prévu, mais je fais l'impasse sur quelques ambitions de la CES, on y reviendra si vous le souhaitez. Et sur un plan mondial, nous avons contribué à créer, là aussi je l'évoquais rapidement avant cet entretien, la Confédération syndicale internationale en 2006, c'est relativement récent. Le paysage syndical mondial était lui aussi éclaté, à l'image, pour faire très court, à l'image de l'éclatement des blocs politiques qui régissaient le monde pendant plusieurs décennies. Et en 2006, beaucoup d'organisations à l'échelle mondiale ont pris conscience qu'il fallait absolument progresser dans la capacité des différents syndicats de tous les pays de s'exprimer ensemble, d'agir ensemble à une échelle globale, à une échelle mondiale. On ne peut pas à la fois avoir une progression des échanges à l'échelle internationale, une progression des multinationales qui dominent les circuits économiques et ne pas avoir du côté des salariés au moins un outil permettant de faire le pendant ou prétendant faire le pendant et l'interlocuteur à cette échelle. Et donc cette Confédération syndicale internationale regroupe aujourd'hui 315 organisations, donc la CGT est une de ces 315 organisations nationales et est présente dans 156 pays ou territoires. Et pour vous donner un exemple de campagne que nous essayons de développer de manière coordonnée à l'échelle mondiale, c'est notamment une action qui se déroule chaque mois d'octobre pour agir en faveur de ce que l'on appelle le travail décent. Agir pour le travail décent, c'est par exemple agir contre le travail des enfants dans certains pays. C'est par exemple agir contre le travail de prisonniers qui représentent de véritables rentes dans certains pays. C'est agir contre un processus qui est mis en avant par le Bureau international du travail et qui nous alarme tous, puisque le BIT, Bureau international du travail, projette que d'ici quelques années, la plus grande majorité des travailleurs dans le monde exercera son ou ses métiers dans un cadre informel. C'est-à-dire que la grande majorité des travailleurs au monde, si les choses ne changeaient pas, exercera ses activités. Le travail informel se caractérise par deux choses, c'est-à-dire pas de code de travail, quel que soit son contenu, et pas de système de protection sociale. Alors naturellement, si on laisse les choses se généraliser, en Europe et a fortiori en France, on peut apparaître comme des exceptions. Toute la question étant de savoir si on résout le problème en demandant à ceux qui ont des droits d'y renoncer,
ou si au contraire on essaye de créer les conditions pour que les salariés, ils sont très nombreux à l'échelle globale, qui n'ont pas de droits, progressent et le plus vite possible à leur tour vers des droits sociaux minimums comme le Code du travail, des systèmes de protection sociale, des systèmes de congés payés, bref, ce qui peut nous apparaître comme des principes de base du droit social, mais qui dans certains pays est encore aujourd'hui assez illusoire, en tout cas à ce stade actuel. Au passage, vous dire, puisque c'est très lié au commerce, qu'une des revendications centrales du mouvement syndical mondial, c'est d'obtenir à l'avenir un équivalent entre ce qui se fait en matière commerciale et ce qui se fait en matière sociale. J'essaye de m'expliquer. Les règles du commerce sont régies par l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Et de ce point de vue-là, aussi bien les États, les entreprises, les firmes, bref, les règles du commerce international sont d'application incontestable. Et il y a même des procédures, des instances chargées de veiller à la bonne mise en œuvre des règles du commerce international. Et certains États ou certaines entreprises qui seraient en infraction à ces règles se verraient sanctionnés de manière lourde, voire interdite d'activité, ou en tout cas avec de fortes amendes. Par contre, s'agissant des normes du travail, il y a des normes internationales du travail qui sont définies par l'OIT, l'Organisation internationale du travail, dans laquelle siègent tous les gouvernements de tous les pays, enfin tous les États plutôt, des représentants des employeurs de tous les pays et des représentants des salariés de tous les pays. Cette Organisation internationale du travail préconise des normes internationales du travail. Mais, et j'en viens au point dur qui sensibilise et qui mobilise le mouvement syndical, ces normes internationales du travail ne sont pas d'application obligatoire pour les États ou pour les entreprises. Ces normes internationales du travail sont d'application volontaire par les États qui doivent décider eux-mêmes de l'appliquer sur leur propre territoire. Or, les choses sont ainsi. Je ne vous fais pas la liste des États qui ont décidé de ne pas appliquer telle ou telle convention internationale du travail. Par exemple, sur le travail des enfants, au motif que dans certains pays, on a toujours fait travailler les enfants et il n'y a pas de raison que ça change. Sur la liberté syndicale, au motif que certains régimes, aujourd'hui, ne tolèrent pas la liberté syndicale, alors qu'il y a une convention internationale du travail, une des plus anciennes, qui reconnaît aux salariés le droit de s'organiser en syndicat. Il y a des régimes politiques qui n'acceptent toujours pas, naturellement, cette liberté syndicale-là. Et il n'y a pas de mécanisme international de sanction à l'égard de ces États. Donc, si vous voulez, on est sur un droit du commerce qui s'organise moyennant des règlements et des instances permettant de surveiller la bonne application de ces règlements. Par contre, en matière sociale, on est sur du volontariat, du bon vouloir, et l'expérience syndicale montre que lorsque ça n'est pas le droit qui s'impose à certains acteurs, il ne faut pas uniquement attendre le bon vouloir pour appliquer une amélioration du droit social. Alors très rapidement, parce que je m'aperçois que je vais être beaucoup trop long, je pensais être plus court, quelles sont les questions récurrentes, mais on y reviendra peut-être plus dans l'échange, parce qu'il faut vous laisser la place. L'intérêt de cette rencontre, c'est aussi qu'il puisse y avoir un minimum d'échange. Donc les questions d'actualité, vous les connaissez toutes, je ne vais pas les développer, je vais les citer rapidement. L'emploi, naturellement, l'emploi, parce que c'est la question récurrente, pas simplement parce que c'est cité comme la préoccupation majeure, mais parce que c'est structurellement, objectivement, la question principale aujourd'hui. Notre pays se caractérise, et tous les pays ne sont pas, tout en étant dans une crise globale, ne se trouvent pas tout à fait dans la même situation. Notre pays se caractérise par cette photographie un peu singulière, c'est que nous n'avons pas de problème de renouvellement des générations pour travailler. Nous avons un ensemble de systèmes dits de protection sociale qui est comparativement, à une échelle mondiale, plutôt de bon niveau, qui n'est pas garanti d'ailleurs pour l'avenir, c'est d'ailleurs un des sujets de préoccupation majeure. Mais nous avons cette situation où nous ne faisons travailler objectivement qu'une partie minoritaire de la population en âge de travailler. En France, nous faisons principalement travailler les 30-50 ans.
Avant 30 ans, c'est très difficile de pouvoir travailler, ou en tout cas de pouvoir travailler et de gagner convenablement sa vie pour pouvoir s'installer, fonder une famille, avoir des projets. Et après 50 ans, c'est aussi de plus en plus difficile de pouvoir continuer à travailler, y compris pour ceux qui ont un travail. Et à partir de là, se pose tout un tas de nouveaux défis si on reste dans cette photographie de l'emploi en France. Comment financer le système de protection sociale? Si on ne fait travailler que les 30-50 ans, effectivement, ce qu'ils vont pouvoir produire risque d'être insuffisant pour financer les besoins d'une population qui augmente, avec une espérance de vie croissante. Le système de protection sociale, aussi bien l'assurance maladie que la retraite, se trouve posé. Donc, la question de l'emploi est une des clés essentielles aussi par rapport à notre système de protection sociale pour imager, et pas simplement une image, c'est une image qui repose sur des faits. 500 000 emplois, c'est 10 milliards par exemple pour les caisses de retraite. Bon, c'est une autre réponse naturellement que de dire on va demander au motif que l'on vit plus longtemps à ceux qui sont au travail de rester au travail plus longtemps. Bon, cette logique de demander à ceux qui sont au travail de rester au travail plus longtemps, pendant qu'une part de plus en plus importante reste marginalisée vis-à-vis du travail, mérite pour le moins de la contradiction. Et peut-être que d'autres actions consisteraient davantage à élargir le cercle de ceux qui sont effectivement au travail, plutôt que de demander toujours plus à ceux qui sont au travail. Les questions de pouvoir d'achat, je rappelle que nous sommes dans un pays où la moitié des salariés gagnent moins de 1 500 euros par mois. Il y a là une dégradation de la rémunération du travail. Quand je parle de la dégradation, je parle d'une dégradation historique sur du long terme, liée à un mécanisme économique qui privilégie le rapport plutôt du capital plutôt que le rapport au travail. On rémunère davantage le capital qu'on ne rémunère le travail. Et à partir de là, effectivement, et d'aucuns considèrent d'ailleurs que le travail coûte encore trop cher. Enfin, peut-être que dans l'échange, on y reviendra, je passe. Un défi que j'énonce très sommairement sur la gestion des entreprises. C'est une question récurrente d'actualité. C'était vrai à la naissance du syndicalisme et ça demeure vrai. Et là aussi, je m'en réfère à un autre article du préambule de la Constitution de 1946. Cette fois-ci, c'est l'article 8. Tout travailleur participe par l'intermédiaire de ses délégués. On est en 1946. Tout travailleur participe par l'intermédiaire de ses délégués à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises. Tout travailleur participe à la gestion des entreprises par l'intermédiaire de ses délégués. C'est loin d'être le cas, ou en tout cas, c'est loin d'être admis, reconnu. Et l'actualité est pleine d'exemples à ce titre. Donc le bien fondé de certaines mesures dans la gestion des entreprises, de certaines restructurations, et par définition, qui dit restructuration, souvent, pas systématiquement, mais souvent dit plan de licenciement, ça donne lieu, vous le savez, aussi parfois à des conflits et des conflits difficiles sur le bien fondé de ces décisions de restructuration et le bien fondé de ces licenciements qui parfois sont présentés comme des licenciements économiques, y compris dans des entreprises qui, financièrement, ne sont pas dans le rouge du point de vue de leur comptabilité. Des défis posés au syndicalisme liés au service public. J'évoquais aussi notre histoire singulière en matière de service public liée à notre histoire singulière sur un plan politique et social, en matière de santé, de transport, d'éducation. Donc l'une des questions est de savoir effectivement si nous allons maintenir ce type de choix ou si au contraire, pour X raisons, nous allons le réviser, ce qui a une influence sur la manière de vivre ensemble dans la société française, avec, au-delà des services publics, des questions aussi essentielles que l'accès à certains biens pour l'ensemble des citoyens, les salariés faisant partie de ces citoyens, ils ne sont pas les seuls, mais font partie de ces citoyens, l'accès à des biens essentiels comme l'eau, comme l'énergie, mais aussi la culture. Il nous semble, nous faisons partie de ces organisations qui considérons qu'une maîtrise publique, qui peut prendre différentes formes, mais qu'une maîtrise publique pour l'accès à ces biens jugés essentiels est quelque chose d'important, notamment dans cette période de crise où l'on risque, si l'on n'a pas davantage d'intervention publique,
uniquement de s'en remettre à la situation de chacun pour renvoyer à l'avenir personnel. L'utilisation de l'argent public, on a parmi les critiques, le syndicat se doit parfois d'entretenir la critique. Je crois que le mot contestation était évoqué. Nous revendiquons, et je pense que le mouvement syndical se doit de revendiquer une indépendance. Et quand on dit indépendance, ça doit être une indépendance vis-à-vis de multiples acteurs. Un syndicat se doit d'être indépendant, naturellement, des partis politiques. À cet égard, la CGT est composée de membres de différentes sensibilités politiques. On n'a pas de statistiques, d'ailleurs on s'interdit d'avoir des statistiques, on ne demande pas à nos adhérents d'affirmer leur opinion politique. Ils peuvent le faire s'ils le souhaitent, c'est leur choix de citoyen, mais nous n'avons pas en tant que syndicat à exiger d'eux qu'ils affirment une quelconque sensibilité politique. Donc nous ne connaissons pas les différentes opinions de nos membres. Une chose est sûre, et simplement parce que les chiffres le démontrent aisément, la CGT a à peu près 700 000 membres aujourd'hui. C'est grosso modo 2 fois plus que le nombre d'adhérents à tous les partis politiques réunis en France. Donc mathématiquement déjà, on est sûr d'une chose, c'est que la pluralité est assurée. Et il y a aussi une évidence ou une quasi-évidence, c'est que la grande majorité des adhérents à la CGT ne sont membres d'aucun parti politique, quel qu'il soit. Donc, indépendance vis-à-vis des partis politiques, un syndicat se doit naturellement aussi d'assurer son indépendance vis-à-vis des employeurs. Un syndicat de salariés se doit d'être en capacité de garder de la distance vis-à-vis de ce qu'un employeur lui diffuse. Non pas qu'il le défie systématiquement, mais se doit de garder sa propre analyse. Et naturellement indépendant des pouvoirs économiques, des firmes, des entreprises au sens large, des circuits financiers, bref, une indépendance au sens large. Donc, un syndicat se doit d'être critique lorsqu'il estime être critique. Alors, le tout étant d'être capable à la fois de faire de la critique, d'émettre des propositions, des suggestions, de présenter des revendications, et nous le disons un peu de manière récurrente pour essayer d'imager notre pratique, c'est à la fois de la critique lorsque c'est nécessaire, de la proposition systématiquement, de la négociation, mais aussi une capacité de mobilisation, parce que nous savons aussi de notre longue expérience que si les salariés eux-mêmes, en tant qu'individus, ne sont pas mobilisés au sens sensible, s'intéresser, voire intervenir sur des sujets qui les concernent, il n'y a personne qui le fera à leur place. Les salariés doivent être les premiers à intervenir sur les conditions faites aux salariés. Donc voilà, en m'excusant d'avoir sans doute été beaucoup trop long par rapport à ce que nous étions fixés au préalable, mais c'est un peu la passion, et si je ne décide pas de m'arrêter, je risque de faire l'ensemble de la réunion à moi tout seul, ce qui n'est pas l'objectif de cette rencontre, puisqu'encore une fois, l'objet est un échange. C'est naturellement à chaque génération de faire le syndicat de son moment. Je voudrais finir par cette phrase. Et essayer de convaincre qu'on peut être critique sur l'efficacité, et il y a de quoi, du syndicalisme, mais en même temps, chaque génération où les syndicats ne sont constitués que d'hommes et de femmes qui ont décidé de passer un peu de temps de leur passion, de leur connaissance, de leur savoir, à travailler avec d'autres pour élaborer, encore une fois, ce que doit faire le syndicat, définir les objectifs qu'il doit chercher à atteindre et créer les conditions pour que le syndicat soit davantage entendu. Et naturellement, le souhait, et pourquoi pas que cette soirée y contribue, aider à ce que chaque génération prenne conscience que les syndicats sont conformes aussi au degré d'investissement de ces générations dans le fait syndical. Merci de votre attention et excusez-moi d'avoir été sans doute trop long pour ce propos liminaire.
Merci beaucoup Bernard Thibault pour finalement une présentation qui se voulait succincte, mais qui sans être exhaustive est finalement plus détaillée que prévu, mais rappelant quelques dates importantes. Rappelant également finalement que la mise en perspective internationale est toujours intéressante, c'est-à-dire que on réalise quand même que ce qui aujourd'hui est pointé sur le plan économique, c'est notre compétitivité, mais que cette compétitivité, elle est aussi relativement mise à mal en raison de notre système de protection sociale, mais l'idée c'est quand même de se féliciter de ce système de protection sociale qui est formidable, qui nous vient, comme vous nous le rappeliez, du Conseil national de la résistance, et que si la France doit adapter son outil de production, c'est aussi à d'autres pays de venir peut-être de tendre vers un modèle de solidarité sociale qui a fait ses preuves. Alors donc on avait prévu, les étudiants d'Iségoria, de l'association Iségoria, que je remercie, ont prévu de vous poser un certain nombre de questions autour de 3 axes, si c'est toujours organisé comme ça. Donc Louis et Alexandre qui représentent l'association, autour de 3 axes qui sont donc le syndicalisme en France, vous et la CGT, c'est-à-dire comment on se vit comme leader du premier syndicat français, et puis également cette nécessité d'avoir une réflexion internationale, puisque les enjeux sont internationaux, les États doivent discuter, mais les syndicats aussi, bien sûr, en tant que partenaires sociaux internationaux. Alors évidemment, il y a ces questions qui vont être posées, mais il faut que tout le monde puisse profiter de la présence de Bernard Thibault. Donc il y a ces 3 axes qui sont peut-être pour vous, public, une source d'inspiration ou pas, mais sentez-vous libre de poser toutes les questions que vous souhaitez. Donc on va lancer ici les débats, mais ensuite la parole pourra être prise dans la salle. Et donc vous avez sans doute vu que des micros sont à votre disposition, qui seront mis à disposition par les membres de l'association qui se tiennent en haut des travées. Voilà, donc il suffira simplement de lever le bras pour pouvoir disposer d'un micro. Alors, si on commence par la table, je ne sais pas, Louis ou Alexandre ? Oui, donc du coup, l'objectif est vraiment que vous ayez la parole. Donc nous, on est juste là pour mettre le cadre, mais après, c'est à vous, sentez-vous libre de vous exprimer. Et je pense qu'Alexandre voulait commencer pour le premier thème, à savoir les syndicats en France et aussi la place de la CGT par rapport aux autres syndicats. Oui, alors Monsieur Thibault, nous avons donc, vous avez beaucoup évoqué la diversité des syndicats, et notamment la diversité des syndicats au sein des syndicats de salariés. Néanmoins, un bout de la table est également occupé par les syndicats du patronat. Et actuellement, en France, contrairement à ce qui a pu être observé en Allemagne, par exemple, les syndicats de salariés, en particulier de la CGT, et les syndicats du patronat, en particulier le MEDEF, s'opposent très régulièrement, voire systématiquement, lors des négociations. Pensez-vous que l'on puisse dépasser ce clivage et aller vers plus d'accords, plus de conciliation entre les syndicats patronaux et les syndicats de salariés ? Est-ce que vous me demandez un pronostic ? S'il vous plaît. C'est difficile. Si on fait le parallèle avec nos voisins allemands, on peut le faire, c'est toujours intéressant, mais comme je le disais, avec toujours le réflexe de se dire que des mécanismes sociaux, des rapports sociaux, sont aussi propres à l'histoire sociale et politique d'un pays. Un pays comme l'Allemagne, qui a connu les régimes que l'Allemagne a connus, et dont nous avons été les victimes. Un pays comme l'Italie, un pays comme l'Espagne, qui a connu le franquisme, a une histoire politique singulière qui explique beaucoup de choses, y compris dans l'histoire politique allemande, fait qu'elle peut être prémunie, je dirais, de certains risques du fait de sa propre expérience, ou dérives politiques que nous connaissons aujourd'hui dans d'autres pays, des extrémistes de droite et des nationalismes, même si, même en Allemagne, il faut se méfier. Mais enfin, ce n'est pas le pays le plus menacé à cet égard. Mais dans le rapport social allemand, dans l'entreprise allemande, il y a un principe qui prévaut dans le fonctionnement des entreprises, c'est le principe de codécision. Le principe de codécision en France, ça peut apparaître complètement illusoire. Enfin, je vous dis pas. Il y a une conférence sociale avec le gouvernement au mois de juin,
qui va réunir patronat, syndicats de salariés, le gouvernement. Problème d'emploi, problème de la retraite, etc. Bon, ils vont avoir un ordre du jour très, très chargé, encore une fois. J'imagine si la CGT demandait à cette conférence sociale en juin, au gouvernement, d'instaurer le principe de codécision à l'allemande dans le fonctionnement des entreprises françaises. À savoir, rien ne se décide sans avoir l'accord des syndicats de salariés. Même la rémunération des dirigeants des grandes entreprises en Allemagne est décidée avec des comités de rémunération dans lesquels siègent des représentants des salariés. Vous imaginez la réaction du MEDEF français si la CGT revendiquait de siéger dans le comité des rémunérations? Bon, déjà, vous l'avez vu, le principe même que le gouvernement puisse dire est-ce qu'il ne faut pas se donner des limites aux rémunérations des grands dirigeants d'entreprise, ça a soulevé... bon. Mais alors l'idée que des syndicalistes, des représentants des salariés puissent participer à définir la rémunération d'un employeur, c'est bon. Donc le rapport social en Allemagne, il est basé sur ce principe de codécision, sur les investissements, les plans de formation, les plans de recrutement, les plans de suppression d'emplois, parfois, ça arrive. Donc le rapport social est très différent. Ce qui n'empêche pas le conflit, et vous le voyez peut-être, même si l'actualité sociale n'est quand même pas un sujet d'actualité traité en profondeur par les principaux médias d'information. Il faut vraiment creuser pour avoir de l'information sociale. Mais peut-être que de temps en temps, vous entendez parler d'une menace de grève en Allemagne, avec des syndicats qui revendiquent des augmentations de 4, 5. Dernièrement, il y avait menace d'un conflit important pour une revendication de plus 6% de salaire. On est dans la métallurgie, en Allemagne, en ce moment. Imaginons qu'en France, des salariés décident de se mettre en grève pour revendiquer 6% de salaire. On leur dirait, mais vous êtes marteau, en France. Déjà, il y a des grèves pour parfois ne pas avoir une diminution de salaire. On n'est pas... Donc ça n'empêche pas, ce rapport social basé sur la codécision n'empêche pas des périodes de conflit, par exemple sur la revalorisation des salaires. Ça n'empêche pas que les syndicats, le DGB, moi j'ai de très bon rapport avec le président du DGB, Michael Sommer, pour ne pas le nommer, où on évoquait, y compris le bilan des réformes Schröder, des lois Hartz, Hartz 1, 2, il y en a eu 4 comme ça, qui touchent à l'indemnisation du chômage, qui touchent à la fixation des salaires, qui ont instauré des mini-jobs. Bon. Après 10 ans, les syndicalistes allemands, eux, sont très critiques sur l'effet social. Naturellement, l'état économique global du pays est présenté à l'avantage de l'Allemagne et des gouvernements allemands. Mais si l'on regarde du point de vue syndical l'impact social, il est jugé a priori plutôt négatif par rapport à une cohésion sociale beaucoup plus importante existant il y a une dizaine d'années. Et pour vous dire, l'évolution d'ailleurs du mouvement syndical en Allemagne, qui a provoqué cette détérioration, c'est qu'auparavant, enfin encore maintenant, il n'y a pas de salaire minimum en Allemagne. Le principe, c'est la négociation salariale. L'État n'a absolument pas à se mêler des négociations salariales, vous l'avez évoqué, mais dans ce rapport social, disons que périodiquement, la négociation a toujours permis, bon an, mal an, aux salariés d'estimer s'y retrouver dans le salaire parfois durement négocié, et parfois à l'issue de grèves aussi. L'Allemagne est un pays dans lequel il y a parfois des grèves aussi, et c'est parfois des grèves même dures, longues. Mais cette nouvelle politique sociale a considéré en Allemagne, comme dans d'autres pays, à dire aux salariés allemands, vous coûtez trop cher. Le fameux coût du travail, il est diffusé dans tous les pays européens. Vous savez qu'en Grèce, on explique que le coût du travail est trop important. En Espagne, on explique que le coût du travail est trop important. En Roumanie, le coût du travail est trop important. En tout cas, les syndicalistes s'entendent dire ça. Donc les Allemands se sont forcément, à plus forte raison étant à l'échelle des salaires que l'on connaît, parmi les plus hauts en Europe, le coût du travail est trop important. Donc, plutôt que de remettre en cause la négociation salariale telle qu'elle se produisait, la technique patronale, ou la stratégie patronale, en quelque sorte, a consisté à réduire la population salariée pour laquelle s'appliquait le résultat de la négociation.
Et les process d'organisation du travail ont progressivement évolué en externalisant de plus en plus de tâches, d'activités. On connaît ce phénomène en France. Et donc, le résultat de la négociation salariale ne s'appliquait plus à l'ensemble des salariés dans l'ensemble du process de production, puisqu'on avait compartimenté en plusieurs entreprises, filiales, etc. Et donc, au fur et à mesure, les syndicats allemands s'aperçoivent qu'ils négocient désormais sur des salaires, mais applicables à une population de salariés qui se réduit de plus en plus en Allemagne. Et maintenant, ils revendiquent, alors que ça n'était absolument pas leur référence auparavant, le DGB revendique maintenant l'instauration en Allemagne d'un salaire minimum, c'est-à-dire le principe qui existe en France, on ne peut pas rémunérer un salarié, quel que soit son secteur professionnel, sans qualification, en dessous du salaire minimum interprofessionnel, dès lors qu'on est à temps plein avec une référence horaire collective. Donc vous voyez que ça évolue aussi, et que c'est ce qui fait dire également qu'il n'y a pas de modèle qui s'impose à tous les autres. Et j'ai passé beaucoup de temps avec nos amis allemands, par exemple, à discuter du principe du salaire minimum, comment il était pratiqué en France. Et aujourd'hui, la position officielle du syndicat, c'est donc de revendiquer l'instauration d'un salaire minimum, ce qui amène d'ailleurs Mme Merkel, à la veille des élections en Allemagne, puisque les élections ont lieu en novembre, à devoir hésiter, se positionner, et peut-être va-t-elle à son tour dire « si je suis élu, je ferai un salaire minimum ». Et puis l'expérience montre que, homme ou femme politique, entre les engagements d'avant et ce qui se passe après, bon, voilà, si ça peut contribuer à sa réélection, peut-être que d'ici novembre, vous entendrez Mme Merkel se prononcer en faveur de l'instauration du salaire minimum. Merci. Une question dans la salle ou une réaction? Ah oui. Sur un autre sujet, c'est possible aussi. Hein. Et puis ensuite, on reviendra ici avec une question posée par lui. Donc, on a une question ici, la jeune femme avec le t-shirt rayé, voilà. Merci beaucoup. Par contre, je suis désolée, on va complètement changer de sujet. Parce que moi, je suis doctorante, donc je fais ma thèse à Audencia. Et je travaille plus exactement en fait, sur le lien entre problèmes sociaux et problèmes environnementaux. Et sur le fait, en fait, qu'aujourd'hui, il y a une gestion, on va dire, dissociée de ces dimensions en fait, dans les entreprises, dans les organisations générales. Pourtant, on s'aperçoit en fait, qu'il y a un lien direct entre problèmes sociaux et problèmes environnementaux. Par exemple, on a une entreprise qui pollue, on va peut-être décider de la fermer. Du coup, ça va forcément provoquer des licenciements. On a aussi des problèmes environnementaux comme la pollution qui vont, par exemple, atteindre la santé en fait, des travailleurs. Il y a le syndicat, la CFDT, qui s'est rapproché de Nature France Environnement, France Nature Environnement, pardon, qui est une ONG environnementale, afin d'essayer justement d'avoir une vision peut-être plus globale de ces enjeux et d'essayer de collaborer ensemble. Moi, je souhaitais voir avec vous, en fait, quelle est votre position par rapport à ça, et si vous pensez en fait que l'environnement, les problèmes environnementaux font finalement partie en fait de la responsabilité aussi syndicale, puisqu'un problème environnemental, c'est surtout un problème en fait finalement qui va atteindre à la vie des salariés, des citoyens. Voilà. Donc, qu'en pensez-vous? Oui, c'est-à-dire que la question qui est posée, effectivement, on consiste à dire qu'il peut y avoir des contradictions entre les préoccupations sociales et les préoccupations environnementales, ce qui rejoint un peu les questions qui ont pu être posées ici entre les objectifs de performance économique et les objectifs sociaux. Je réponds immédiatement, je réponds tout de suite. Oui, pour nous, c'est une évidence. C'est une évidence. Ça fait à peu près une dizaine d'années, on s'est exprimé, on a développé plusieurs approches dans ce domaine. On reprend, pour ce qui nous concerne, le concept de développement humain durable. C'est à la fois développement durable d'un point de vue environnemental, mais aussi humain, dans sa dimension humaine. Les deux étant pour nous totalement liés. Et je l'ai évoqué, mais j'en conviens trop rapidement, sans doute pour que ça soit compréhensible. Lorsque le droit est censé reconnaître aux salariés le droit d'intervenir sur la gestion de l'entreprise, il y a de plus en plus, aujourd'hui, compte tenu à la fois des aspects environnementaux, des défis environnementaux, mais aussi de questions nouvelles liées à l'évolution des sciences et des connaissances humaines, un droit pour les acteurs de l'entreprise, et les acteurs de l'entreprise, ce sont tous ceux qui y travaillent, à pouvoir s'exprimer, voire même, je vais au-delà, dans une revendication un peu singulière,
Pour les personnels ingénieurs, cadres, techniciens, experts, nous revendiquons par exemple un droit de retrait éthique. Un droit de retrait éthique. Nous sommes parvenus à faire reconnaître dans la législation un droit de retrait qui est, pour l'instant, limité à la sécurité et à la santé des travailleurs. Il y a aujourd'hui un droit de retrait, il faut réunir certaines conditions, mais enfin, si vous êtes salarié et que vous constatez que les conditions dans lesquelles on vous fait travailler ou ce qu'on vous fait faire peut avoir une incidence négative pour vous-même ou pour votre entourage professionnel, vous avez un droit de retrait, il faut naturellement le justifier, il y a une procédure pour être... Alors c'est un droit, là aussi il est effectif si dans l'entreprise il y a un syndicat pour veiller à sa bonne application et que les salariés ne sont pas menacés s'ils revendiquent l'application de ce droit. Parce que surtout en période de fort chômage ou de précarité comme aujourd'hui, il y a aujourd'hui énormément de salariés qui constatent des situations au travail qui les révulsent. On peut parler du domaine de la santé. Et là, on est dans un domaine ô combien sensible, puisqu'on est sur la matière humaine. On n'est pas sur de la matière première comme les autres. On est sur la matière humaine. Et pour autant, ils ne peuvent pas forcément le dénoncer, parce que s'ils le dénoncent, ils ont le sentiment d'être menacés dans leur emploi. Ou voilà. Donc, on va jusqu'à revendiquer un droit de retrait éthique, c'est-à-dire reconnaître aux travailleurs, et je le dis, dans certaines activités, ça va être indispensable. Ou alors on s'étonnera, par exemple, je reste sur le thème sanitaire, même si c'est forcément un thème un peu particulier, mais c'est pour monter jusqu'à quel type de situation on peut aboutir. On a aujourd'hui ce procès retentissant sur les conséquences des implantations de prothèses mammaires qui ont touché des dizaines de milliers de femmes, bref. Mais dans la chaîne de production, certains acteurs pouvaient identifier le risque potentiel de ce genre de produit. Et ce qui n'est pas normal, justement, c'est qu'il n'y ait pas de droit permettant d'alerter avant ou d'alerter dès lors que les premières évaluations pouvaient laisser apparaître Donc un exemple, ou peut-être, je ne dis pas à coup sûr, mais peut-être ça aurait pu permettre d'éviter des drames. Mais autre exemple, aujourd'hui, je ne veux pas vous effrayer, mais on ne connaît pas l'impact à long terme pour 85% à peu près des produits chimiques. On ne connaît pas l'évaluation environnementale ou sur la santé humaine de ce que pourront donner l'utilisation actuelle de 85% des produits que nous utilisons, à différents titres. Dans l'agriculture, pour l'alimentation, dans le cosmétique, dans l'habitat, bref, nous sommes entourés. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faille s'effrayer, mais ça veut dire qu'il y a moyen d'être plus exigeant sur la finalité de son travail. Et il faut trouver le moyen à ce que les salariés ne soient pas contraints, quelque part, à faire du travail à l'aveugle et puissent être à leur niveau. Et vous avez des ouvriers parfois peu qualifiés, mais qui sont à des postes cruciaux de ce point de vue-là, d'avoir une forme de droit d'alerte sur ce qu'on leur fait faire. Donc, tout ça pour vous dire, oui, bien sûr, nous sommes non seulement sensibles, mais ce sont des sujets sur lesquels nous travaillons. On évoquait, et on peut évoquer aussi d'autres aspects plus génériques, plus généraux. En tant que syndicat, nous avons aussi la prétention d'intervenir sur des choix de politique dans certains domaines. La politique des transports, on l'évoquait. La politique des transports devrait être imposée si on a le souci de l'environnement, de l'écosystème, de la sécurité, des coûts globaux pour la collectivité, de rééquilibrer, par exemple, le transport des marchandises pour les transférer de la route à des modes de transport beaucoup plus économes, beaucoup plus sûrs, en l'occurrence le transport ferroviaire. Pardonnez-moi, je viens du monde cheminot et ça c'est ma fibre professionnelle qui demeure. Mais ce n'est pas simplement cette fibre-là qui l'emporte. C'est objectivement
le choix qui devrait qui devrait promouvoir ce mode de transport si on retient l'intérêt général. Or, aujourd'hui, ce sont des mécaniques économiques de court terme qui font que, effectivement, si on s'en tient à ce qu'on appelle les coûts directs, le mode de transport le moins coûteux, le plus accessible, le plus flexible, correspondant le mieux au fonctionnement à partir de leurs propres paramètres des entreprises, c'est le transport routier. Sauf que le problème, c'est que la collectivité doit supporter toutes les conséquences de ce type de choix, avec des incidences environnementales, de santé publique et financières qui sont considérables, mais supportées par la collectivité. Donc il y a la politique des transports, mais il y a aussi la politique de l'énergie. Donc des politiques publiques ou des politiques économiques sur lesquelles nous pensons être des acteurs parmi d'autres, mais des acteurs qui pouvons avoir une forme d'expertise utile et porteuse de ces préoccupations. Merci. Le cas que vous soulignez, le cas de la filière du transport ferroviaire, ce qu'on appelle le fret à la SNCF, c'est précisément une activité qui est en complète décroissance. C'est-à-dire que le terme est peut-être un peu fort, mais j'ai l'impression que la SNCF est en train de démanteler son activité fret. Et pour rebondir sur la question qui vient d'être posée, ça va complètement à contresens de l'histoire. Vous savez, peut-être une info au passage, vous repartirez au moins avec un élément de connaissance supplémentaire. Savez-vous que la SNCF est le premier groupe de transporteurs routiers de France? Vous ne savez pas ça? C'est la SNCF qui possède la plus grande flotte de camions, via ses filiales. Alors elles n'apparaissent pas, Géodis, filiales, il y en a tout un tas comme ça. Le problème, c'est pas que ça soit propriété de la SNCF, le problème, c'est surtout que ça soit sur la route et non pas sur le fer. Il est là. Et donc à partir de là, il y a quand même une contradiction. Il n'est pas très logique, normal, et surtout efficace, au sens large du terme, efficace, que la Société nationale des chemins de fer fasse voyager les marchandises d'abord par la route. C'est quand même une contradiction importante, non? Oui, tout à fait. Une question, Louis. Oui, moi ce serait plutôt sur la CGT. Vous l'avez dit vous-même, il y a 700 000, environ 700 000 adhérents à la CGT, ce qui signifie une grande diversité, une grande pluralité d'opinions. Et vous avez expérimenté durant vos 4 mandats. Existe-t-il des lignes de fracture au sein de la CGT entre les différents groupes? J'ose supposer que oui. Et lesquelles sont-elles justement quels sont les thèmes qui distinguent différents groupes au sein de la CGT? Il n'y a pas de groupe constitué au sein de la CGT. C'est-à-dire que on a un fonctionnement, et en tout cas, alors, ça n'est ni le cas d'un point de vue officiel. Il n'y a pas de tendance, par exemple. Il y a des organisations syndicales dans le monde qui reconnaissent et qui, voire, sont structurées sur la base de leur sensibilité politique. Pendant très longtemps, ça a été le cas d'une grande confédération syndicale grecque, par exemple. Une année, le congrès de cette grande organisation syndicale grecque s'est transformé en pugilat interparti politique. Alors, là aussi, il ne s'agit pas de montrer du doigt ou de dire nos amis grecs n'ont rien compris au mouvement syndical. Ça correspond à l'histoire politique. La Grèce est un pays qui a vécu le régime des colonels pendant des années. Et le syndicat était, dans cette période, le seul lieu où la pluralité des opinions sur un plan politique pouvait s'exprimer. Donc ça s'explique les raisons pour lesquelles ce syndicat a fait le choix de reconnaître les tendances politiques. Je prends un autre exemple d'actualité aussi pour me faire comprendre. L'Union générale des travailleurs tunisiens, l'UGTT, qui est pour beaucoup dans le soulèvement en Tunisie qui a renversé le régime, pendant très longtemps était le seul lieu de démocratie où différentes sensibilités pouvaient s'exprimer. Et donc à l'intérieur de l'UGTT, vous pouvez trouver des organisations, elles ne s'intitulent pas Tendance, mais enfin elles en sont très proches. Mais parce que sous un régime qui reconnaissait ce syndicat officiel, mais qui en fait attendait du syndicat surtout qu'il accompagne les décisions du pouvoir, de manière plus ou moins clandestine, progressivement le syndicat s'est plutôt transformé en tribune, un peu clandestine, même très souvent clandestine. Mais c'est là que le pluralisme politique a été entretenu et est né. Ce n'était pas forcément le bon lieu, mais dans la société tunisienne, il n'y avait pas d'autre lieu que le syndicat
pour s'organiser et exprimer ses opinions, y compris sur un plan politique. C'est d'ailleurs ce qui a fait que, à ce moment décisif de l'histoire de la Tunisie, et encore aujourd'hui, l'UGTT est un des acteurs les plus organisés, ayant la plus grande influence dans la société tunisienne. C'est le fait d'avoir répondu à cette aspiration du pluralisme des opinions. Donc pour en revenir à la CGT et au syndicalisme français, parce que je pense que c'est le cas de toutes les organisations, nous avons aussi dans notre histoire l'atout d'avoir eu la charte d'Amiens en 1906, qui affirme le principe d'indépendance du syndicalisme vis-à-vis des pouvoirs des partis politiques. Ce qui ne veut pas dire de l'indifférence à l'égard du fait politique, de la représentation politique, et naturellement des pouvoirs politiques, quels qu'ils soient, mais le principe d'indépendance. Donc nous n'avons pas de tendance à l'intérieur, ou de bloc identifié à l'intérieur du syndicat. Et je dois dire que même lorsqu'on regarde entre plusieurs syndicats, on va trouver autant de disparités d'opinion sur ce que doit faire le syndicat à l'intérieur même d'une organisation qu'en faisant des comparaisons entre les organisations. J'ai été confronté, on est régulièrement confronté à ce débat récurrent sur syndicalisme contestataire, réformateur, etc., etc. Vous allez trouver dans la même organisation des membres, des adhérents qui vont être, je dirais, plus portés à la contestation et d'autres qui vont être plus inspirés par la recherche de négociation. Mais vous pouvez le trouver autant à la CGT qu'à la CFDT. Je prends le cas de Florange pour essayer d'illustrer mon propos. Édouard Martin, militant de la CFDT, organisation réputée, conciliante, plus facile que la CGT. J'essaye de reprendre des images communément utilisées. On ne mettrait pas l'étiquette du syndicat auquel appartient Édouard Martin. Je pense que dans certaines de ses interviews, certains auraient mis l'étiquette CGT au bas de son nom, à écouter certains de ses propos, son attitude, voir la manière dont il a mené le combat. Donc on voit que et on va trouver la même chose à Force ouvrière, on va trouver la même chose à la CFTC. Goodyear, par exemple, les actions pour empêcher la fermeture de l'usine étaient menées de manière la plus virulente par des militants de la CFTC pour une raison simple. C'est le syndicat, la CFTC, qui avait accepté en son temps un deal proposé par l'employeur. On augmente le temps de travail, on revient aux 40 heures et on ne fermera pas l'usine. Nous avions dit, bon, ça ne marche pas, c'est un marché de dupes, on n'a aucune garantie, voilà. Bon, on décide de ne pas approuver l'accord. La CFTC, c'était son droit, ça c'est le débat, chaque syndicat est libre de son propre positionnement. La CFTC décide de signer cet accord. Quelques années après, l'employeur revient en disant bon, tout compte fait, on a bien réfléchi, on ferme quand même l'usine. Du coup, les militants de la CFTC étaient les plus énervés, le sentiment de trahison, et ceux de la CGT à côté apparaissaient comme des enfants de cœur. Je vous prie de croire. Bon, ça peut arriver. Donc, cette idée selon laquelle, par définition, tous les membres d'un syndicat seraient d'un même type, d'un même profil, est une idée complètement fausse. Tout simplement, numériquement, je vous l'ai dit, la CGT autour de 700 000 adhérents, enfin au dernier congrès, 702 000 je crois, on a officialisé ça. Vous imaginez bien que ce ne sont pas 702 000 hommes et femmes ayant la même opinion sur tous les sujets, en toutes circonstances, vis-à-vis de tous les débats qui peuvent animer un mouvement syndical, vis-à-vis de tous les problèmes économiques qui se posent, vis-à-vis de choix de société. On va trouver au sein de la CGT une pluralité de sensibilités, d'opinions, de croyances. On a des croyants, on a des non-croyants, on a des croyants dans différentes religions, on a des non-croyants, on a des athées, on a des salariés immigrés de langue étrangère qui ne pratiquent pas le français, on a des hommes et des femmes. D'ailleurs, j'aurais pu d'ailleurs vous faire quelques projections, ça aurait été plus sympa. Je voulais vous donner une idée du profil des adhérents, si ça vous intéresse, des adhérents à la CGT. Naturellement, mais ça je ne vous surprends pas, et c'est là un des défis posés au syndicalisme, je l'évoquais,
96% des adhérents à la CGT, pour ceux qui sont en activité, sont des contrats à durée indéterminée. Des contrats précaires, c'est très difficile à organiser. Et ça a été un sujet de travail à notre congrès. C'est un des défis posés à l'ensemble du mouvement syndical qui, pour l'instant, n'a toujours pas trouvé le moyen d'organiser des salariés qui sont de plus en plus de passage. Il y a des grandes enseignes dans le commerce, je ne citerai personne, mais peu importe, vous avez peut-être quelques idées, il y a quelques grandes enseignes dans le commerce dont la moyenne nationale de durée du contrat de travail pour l'ensemble de son personnel est une durée moyenne de 8 mois. Durée de présence moyenne nationale. Et présente sur tout le territoire national. Durée moyenne de présence, 8 mois. C'est donc un turnover permanent. Et dans lequel, d'ailleurs, la population étudiante, ça n'est pas un reproche, c'est aussi un constat, mais dans lequel la population étudiante sert notamment de vivier. Et pour des raisons que l'on connaît, il y a aussi de plus en plus d'étudiants qui sont contraints, parallèlement à leurs études, à rechercher du travail. Et souvent, c'est cette population-là qu'on utilise. On l'a vu encore récemment, par exemple, pour revendiquer de pouvoir travailler le dimanche. Ce n'est pas une revendication de travailler a priori le dimanche. C'est souvent le seul moyen qu'ont certains étudiants de travailler, c'est le dimanche, parce que les autres jours, ils ont autre chose à faire. Ils ont notamment leurs études. On n'est pas dupe de cela. Enfin, bref. Donc, la population principalement syndiquée à la CGT, c'est une population qui est en contrat à durée indéterminée, alors qu'il y a une progression, naturellement, vous le savez tous, des autres types de contrats. Il y a 1% de nos membres qui sont des chômeurs, c'est très peu. Ça n'est pas la population qui aurait le plus à revendiquer pour améliorer sa propre situation qui est la plus organisée. Mais ça aussi, c'est un enseignement que l'on peut tenir dans l'ensemble des pays du monde. Ça n'est pas dans les pays les plus miséreux que les gens sont les plus organisés pour essayer de sortir collectivement de leur misère. Si c'était le cas... il y a bien des situations qui auraient été redressées, si ce n'est résolues, en tout cas redressées. Donc il n'y a que 1% de nos effectifs qui sont des privés d'emploi, même si nous sommes une des seules confédérations à essayer de syndiquer des chômeurs. Il y a un certain rajeunissement des membres sur une dizaine d'années. Alors ça s'explique aussi, il y a ceux qui cessent l'activité professionnelle de plus en plus. D'ailleurs, je dois avoir quelque part la part, puisque nous syndiquons, ça n'est pas le cas dans tous les pays, mais la CGT continue de syndiquer les salariés en retraite. En Allemagne, ils ne le font pas. En Allemagne, vous êtes retraité, vous n'avez plus le droit d'être syndiqué. Je ne sais même pas si, d'ailleurs, ça n'est pas interdit dans leur constitution. Enfin, ça, je le mets sous réserve, mais en tout cas, une chose est sûre, il n'y a pas de retraités dans les syndicats allemands. Vous avez quitté l'entreprise, c'est terminé. Nous syndiquons, nous ne sommes pas les seuls, nous cherchons à syndiquer les retraités pour une raison simple, c'est que certes, on n'est plus dans la vie active de l'entreprise, mais sa condition sociale de retraité, et d'ailleurs tout le débat aujourd'hui le montre bien, sur l'avenir du système de protection sociale, l'avenir des retraites, y compris des retraites à verser, les conditions de vie, l'accès aux services publics, montre que vous n'êtes pas, tout en étant retraité, indifférent à ce qui se passe dans la société et aux choix économiques et sociaux qui se font. Donc il est pour nous tout à fait légitime que les retraités continuent d'être représentés via le syndicat pour les questions les intéressant, naturellement. Il ne s'agit pas à ce que les retraités interfèrent dans des négociations d'une entreprise qui concernent les actifs, mais pour des grands sujets. Donc nous avons sur les 700 000, à peu près 100 000 adhérents retraités. Mais avec cette question de la diversité des effectifs, Bernard Thibault se pose la question du processus décisionnel au sein d'un syndicat. Et alors, par exemple, dans le cadre de l'accord sur l'emploi que la CGT a refusé de signer le 13 janvier dernier, est-ce qu'il y a eu des débats en interne? C'est-à-dire comment s'organise le processus décisionnel? Est-ce que vous en discutez entre vous? Est-ce qu'il y a un comité de direction qui fait des propositions? Peut-être à grands traits vous décrire la manière dont la CGT est organisée. Nous sommes une confédération. C'est-à-dire que nous regroupons non pas des membres directs, un salarié n'adhère pas à la confédération CGT. Un salarié adhère à un syndicat dans son entreprise ou sa localité. De plus en plus,
on a aussi des syndicats locaux, notamment pour essayer de permettre à ceux qui sont de passage de pouvoir avoir un lieu et pas simplement ou pas uniquement dans leur entreprise ou ceux des toutes petites entreprises. Donc nous sommes une confédération, c'est-à-dire que nous regroupons des syndicats constitués. Nous avons à peu près 20 000 syndicats constitués, ou plus exactement bases syndicales. Alors 20 000 bases syndicales, ça peut aller d'une base syndicale qui a 3 adhérents à un endroit à une base syndicale qui en a 1500 parce qu'on est dans une grande entreprise, une grande usine. C'est donc de tailles qui peuvent être très différentes. Ces 20 000 bases sont adhérentes à 2 structures historiques. La Confédération est composée d'une part des branches professionnelles, on a 32 branches professionnelles. Donc en fonction de l'entreprise dans laquelle vous travaillez, vous êtes affilié à une branche professionnelle, la métallurgie, le textile, etc., etc. Vous imaginez les transports, etc., etc. Et une autre branche qui, elle, est territoriale, ce sont les départements. Donc la Confédération, elle, et ses syndicats, tout syndicat dûment constitué CGT, appartient à la fois à une branche professionnelle et à un département. Il est forcément localisé à un endroit donné et il est adhérent de l'union des syndicats, regroupé avec tous les syndicats de son département. Et la Confédération, elle, est composée à la fois de toutes les branches professionnelles et de tous les départements. Le congrès de la Confédération étant le congrès, là, des syndicats d'entreprise, c'est ce qui s'est déroulé en mars à Toulouse, le 50e congrès, c'est le congrès des syndicats. Mais la décision, une fois le collectif de direction élu par les syndicats, qui élisent donc 50 membres pour la commission exécutive, et à l'intérieur un secrétaire général, que j'ai été donc pendant 14 années, un administrateur, cette commission exécutive élisant à son tour un bureau plus restreint, chargé de suivre naturellement l'actualité au jour le jour. Alors ce que nous faisons dans le cadre d'un accord comme celui-là, ou d'un projet d'accord national interprofessionnel, c'est que nous avons une consultation interne qui s'opère dès lors que nous aboutissons à la fin d'une négociation. Et la question se pose, doit-on approuver ou pas les conclusions de la négociation ? Je dois dire en l'occurrence que sur cette négociation, le débat a été simplifié puisqu'il y avait une unanimité, je dirais, au fil du temps, parce que nous n'attendons pas la fin de la négociation pour informer nos membres de ce qui se passe. Et c'est d'ailleurs un peu dommage, je le dis au passage, que sur des grandes négociations sociales comme celle-là, il y ait peu de moyens de communication grand public pour montrer les enjeux. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait de temps en temps une émission. On a des émissions télé qui parlent du syndicalisme lorsqu'il y a des pneus qui brûlent à la porte d'une usine. On a un projet de loi qui se dessine au fil du temps après une négociation, dont le gouvernement lui-même dit « ça fait 20 ans qu'on n'a pas réformé de telle ampleur le droit du travail ». Je défie quiconque de savoir, parmi les salariés, en quoi consiste véritablement cet accord national interprofessionnel et en quoi il modifie vraiment le droit du travail. Ça manque de transparence, si vous voulez. Donc pour ce qui concerne nos organisations, elles sont informées depuis le début du processus. Et à chaque séance, on a des comptes rendus de négociations. Et donc, à charge pour les organisations d'essayer d'informer les membres, et par le biais de nos journaux syndicaux internes, les adhérents de la CGT, qui ont maintenant un mensuel, ça fait quelques années, ont reçu, eux, de l'information plus détaillée. Mais on a bien conscience que les membres de la CGT, ça n'est qu'une toute petite partie du salariat. Je ne reviens pas sur les chiffres, 700 000 sur la masse des salariés, c'est trop peu. C'est pour ça que je fais référence aussi à des moyens de communication plus larges sur des sujets aussi importants. Donc, le fait d'avoir été régulièrement informé sur le contenu des négociations, voilà ce qui se passe, voilà quelles sont les positions, voilà ce que le patronat défend, et puis à la fin, voilà le texte final qui reprend en quelque sorte la philosophie sur les points principaux, personne n'a été fondamentalement surpris. Et lorsque nous avons ouvert la procédure de consultation, c'est une procédure qui organise notre démocratie interne, nous avons interrogé officiellement les fédérations, nous avons interrogé officiellement les départements, ils sont en charge, après consultation de leurs propres instances, de nous faire remonter leurs avis officiels, et nous avons des procès-verbaux officiels qui permettent de garantir la démocratie interne.
Il n'y a pas eu de vrai débat, il n'y a pas eu de polémique entre les organisations. Certaines auraient pu considérer qu'il aurait fallu signer et d'autres considérant qu'il ne fallait absolument pas signer. Il y a eu une unanimité sur cette prise de position. Il y a parfois des négociations où c'est un peu plus balancé. Mais je dirais, c'est pas plus mal, en tout cas, d'avoir des procédures qui nous permettent un débat, y compris contradictoire. Si on veut prendre des décisions, il faut aussi accepter l'idée que parfois, ce ne sont pas des décisions à l'unanimité. La démocratie n'impose pas, et c'est heureux, l'unanimité sur tous les sujets. Merci. Alors, le temps passe et je vous propose qu'on prenne une dernière question dans la salle. Voilà. Bon, on a quelqu'un qui a un micro là, en haut de l'amphithéâtre. Alors, bonsoir, monsieur Bernard Thibault. Bonsoir. Je suis Amaury Le Rayet, étudiant à Audencia. Et donc, j'ai une question de société à vous adresser. Alors, tout d'abord, vous avez reconnu que le syndicalisme baissait en France. Donc, certes, c'est vrai. Et vous avez pourtant dit aussi que à la CGT, c'était un organe complètement indépendant vis-à-vis de la politique. Donc c'était une déclaration à laquelle j'étais un peu sceptique. Et donc je voulais savoir, vous qui vous êtes un peu affiché avec Jean-Luc Mélenchon pendant la dernière campagne présidentielle, si c'est lui, selon vous, qui représente le mieux les intérêts des travailleurs, et notamment les intérêts que vous défendez. Et donc si, selon vous, le syndicalisme, l'avenir du syndicalisme sera quelque part le combat politique de Jean-Luc Mélenchon. Alors, j'ai dit effectivement que le nombre de syndiqués diminuait en France comme dans tous les pays du monde. Il y a quelques exceptions, mais enfin, c'est vraiment des exceptions. La tendance mondiale est une diminution du nombre d'adhérents aux syndicats. Ce qui est un constat triste et préoccupant, je le dis, parce que je vous évoquais quelques défis globaux sur les droits sociaux à une échelle internationale. Si ce fait devait perdurer, ce serait très préoccupant. En même temps, je mets un bémol, et j'aurais peut-être dû le mettre plus tôt, ça ne veut pas dire pour autant que l'influence de la parole des syndicats est désuète dans un pays comme la France. D'ailleurs, on l'a vu à plusieurs reprises. Et ça surprend d'ailleurs, je le dis au passage, souvent des syndicalistes du monde entier, que de voir que dans un pays comme la France, parfois, le mouvement syndical est, dans certaines circonstances, capable de mobiliser des centaines de milliers, pour ne pas dire des millions de personnes. Dernière en date, 2010, projet sur les retraites, il y a eu au plus fort près de 4 millions de manifestants. Alors, j'ai bien remarqué que certains revendiquaient 1 million il n'y a pas longtemps sur des manifestations. Bon, moi, je rappellerai qu'il y a eu 4 millions de manifestants sur un projet de réforme des retraites. Hein. Et on n'en faisait pas autant de plats, d'ailleurs, au passage. Hein. Bon, cet aparté... Donc, c'est l'engagement dans le syndicat qui fait trop défaut. Par contre, beaucoup de salariés, et d'ailleurs, notre quotidien est marqué de multiples exemples à cet égard. Les salariés savent qu'en cas de pépin, le syndicat, ça fait partie des outils ou des armes qui peuvent être utiles. Et pour le démontrer, il n'y a qu'à voir combien il y a de salariés qui viennent nous voir lorsqu'ils ont un pépin. Avoir un pépin, c'est quoi? C'est constater, par exemple, que l'employeur, ça arrive, ne paye pas forcément toutes les heures de travail. Eh bien, on vient en permanence juridique et on sait que la CGT, et d'autres diront d'autres syndicats, mais peu importe, j'essaie de ne pas cultiver ma chapelle syndicale, même si vous le savez très bien, j'ai forcément plus qu'un faible pour la CGT. Mais on voit énormément de monde venir à des permanences de la CGT, aussi parce que nous sommes connus, nous sommes reconnus, nous avons une certaine aura, je dirais, qu'on nous critique ou qu'on nous encourage, mais trop de l'extérieur. Et ce sur quoi il nous faut travailler nous-mêmes, et ce sur quoi il faut travailler avec les salariés eux-mêmes, c'est qu'il ne faut pas attendre d'avoir un pépin pour faire intervenir le fait syndical, pour faire respecter son droit. Une défense qui vient une fois la faute commise, ça reste une défense qui va peut-être obtenir une réparation, mais ça n'est pas satisfaisant. Il vaut mieux que les salariés soient organisés dans leur entreprise. Là aussi, à l'expérience, en règle générale, le droit social est mieux appliqué dans les entreprises où il y a une section syndicale, tout simplement parce qu'on reconnaît à la section syndicale le droit de faire respecter le droit du travail. C'est même sa mission première. Et donc de ne pas attendre d'avoir un plan de licenciement pour venir taper à la porte de la CGT. Nous, on n'a pas de syndicat, l'employeur nous annonce des licenciements, qu'est-ce qu'il faut faire?
Bon, ben là, il faut tout apprendre, il faut tout apprendre du jour au lendemain. Donc, baisse du nombre d'adhérents. En même temps, nous sommes dans un pays où la capacité d'influence ou de mobilisation demeure importante lorsque les syndicats sont ensemble, lorsque les syndicats sont sur la même position. Lorsque les syndicats sont sur des positions différentes, là aussi l'actualité est pleine d'exemples, la capacité de mobilisation est très différente. Et encore une fois, ça explique aussi peut-être en partie la difficulté syndicale. J'en reviens au parallèle avec l'Allemagne. C'est aussi le président du DGB qui un jour me disait « il faudrait qu'on puisse conjuguer les deux. Il faudrait qu'on puisse conjuguer le nombre de syndiqués, le taux de syndicalisation à l'allemande, 20%, et la combativité du syndicalisme français. Si on pouvait conjuguer les deux, alors là, j'ai dit, écoute, Banco, il faut qu'on essaye de faire ça ensemble, mais bon. Voilà. Alors, j'en reviens à votre interpellation. Je ne pense pas m'être affiché ostensiblement, particulièrement avec un des candidats à l'élection présidentielle. Notre organisation a pris, et ça a été d'ailleurs largement commenté, voire critiqué, notre syndicat a effectivement pris parti au moment des élections présidentielles. Ça n'était pas une tradition. La CGT, en tant que syndicat de salariés, ne concourt pas aux élections politiques. Elle ne présente pas de candidat estampillé CGT. Nos adhérents ont le droit de concourir à des élections sur un terrain politique dans le cadre des élections municipales, régionales, c'est-à-dire qu'ils sont citoyens et ils peuvent, s'ils le souhaitent. On leur demande simplement de ne pas se référer, s'ils ont des responsabilités, et a fortiori des responsabilités nationales à la CGT, de se référer à leurs responsabilités syndicales au titre de candidat à une élection de nature politique. Et dans nos statuts, il y a une disposition, par contre, qui interdit tout cumul de responsabilités. On ne peut pas être élu à la direction nationale de la CGT et concourir, par exemple, pour la députation, pour être député. Pour nous, ça peut apparaître normal, logique. Ça n'est pas le cas dans tous les pays. En Autriche, certains députés sont des dirigeants du syndicat. En France, ça ne viendrait à l'idée de personne d'élire quelqu'un qui soit à la fois député et dirigeant d'un syndicat de salariés. Enfin, je pense. C'est pas... Bon, mais ça, c'est dans nos statuts depuis la création de la CGT. Ça n'est pas une disposition récente. Alors, même si j'ai une opinion, et même si je n'ai plus de responsabilité, et a fortiori première à la direction de la CGT, même si j'ai une opinion, je ne m'exprimerai pas publiquement sur celui ou celle qui aurait mes préférences sur un plan politique. Tout simplement parce que je ne peux pas ignorer que ce serait source d'exploitation. Donc, dans le cadre de mes responsabilités, j'ai été amené à rencontrer des responsables politiques, soit à leur initiative, et dans le cadre des élections présidentielles, plusieurs responsables politiques ont demandé à nous rencontrer. Et plusieurs responsables politiques ont souhaité rencontrer des syndicats de salariés. Et certains l'ont fait. D'autres n'ont pas pris cette initiative. Ça venait de leur part. Et à ce titre, nous avons rencontré, ou j'ai rencontré, ça dépendait des situations. Certains souhaitaient rencontrer une délégation de la Confédération. D'autres souhaitaient rencontrer plutôt uniquement le secrétaire général. Ça a été, pour ne pas le citer, le cas de M. Bayrou. Je l'ai rencontré en tête-à-tête. Il souhaitait un tête-à-tête. On a discuté. Et j'ai rencontré, à ce titre-là, nous avons rencontré les Verts avec la candidate... Madame, son nom m'échappe, qu'elle m'excuse, Eva Joly, une délégation, nous avons rencontré M. Hollande, nous avons rencontré M. Mélenchon, nous en avons rencontré plusieurs. Alors après, c'est vrai que médiatiquement, il y a des rencontres qui font plus parler que d'autres. Mais ça, c'est pas ça qui doit, donner une indication sur ce que serait le positionnement de l'organisation. En tout cas, là aussi, des enquêtes d'opinion qui ont été faites par des sondages. Alors, vous savez, ces sondages que l'on appelle sondages sortis des urnes, sur ce que seraient les votes à partir des sensibilités syndicales. Alors, ce sont des sondages à prendre avec d'autant plus de précaution que ce sont les sondés qui déclarent s'ils sont proches de tel ou tel syndicat. Bon, et
que veut dire être proche, a priori, de tel ou tel syndicat. Certains sont adhérents, d'autres sont plutôt des électeurs. Lorsqu'il y a des élections professionnelles, ils votent pour tel ou tel syndicat. Et puis certains sont, disons, juste d'affinité lointaine, peut-être avec tel ou tel syndicat. En tout cas, dans ces enquêtes d'opinion, il y a une palette très large de votes à l'occasion des élections présidentielles. Et la CGT ayant appelé à voter, puisque c'est un cas assez exceptionnel, parce que la situation nous a amené en tant que syndicat, et avec la grande diversité d'opinions de nos membres, et là aussi il y a eu consensus pour le faire, à voter pour M. Hollande au deuxième tour, M. Sarkozy a quand même réuni 1% des voix, d'après les sondages, parmi les membres de la CGT. Je crois qu'on restera sur cette information. Merci beaucoup Bernard Thibault. Merci à vous, et sans doute qu'on pourrait passer encore beaucoup de temps. Merci.